Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live, le premier du mois de décembre. Et aujourd'hui, émission exceptionnelle, incroyable, regardez, il rentre dans le champ, il n'y a plus de surprise aucune. Benoît, notre star évidemment de Glénat, est avec nous, puisqu'aujourd'hui nous allons aborder une thématique qui est toujours une des curiosités évidemment de nos chers viewers, à savoir les coulisses du monde de l'édition. Et on va en parler aujourd'hui à travers l'exemple de One Piece, qui finalement est un des plus larges et plus denses en termes de différents types de produits, parce qu'on n'a pas que du manga, on a énormément de produits, et il y a une grande communauté en France évidemment, puisque c'est quand même un des plus gros cartons manga vendus en France. Donc il y aura forcément des gens très curieux de savoir comment ça se passe pour faire les coffrets, pour faire les différents magazines, les color walk, les livres, les éditions comme ça, un petit peu différentes, un petit peu originales. On parlait tout à l'heure d'ailleurs dans mon petit pré-live, très chill et détendu, on était en train de parler avec quelques viewers justement de certains tomes qui avaient été faits avec un petit côté métallisé, un petit effet métallisé très joli. D'ailleurs certains se souviennent très bien des poses des personnages sur les couvertures. Je suis impressionnée par la mémoire des gens parce que je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 100 volumes. Donc ça, ce sera notre gros focus aujourd'hui et c'est important du coup que tu sois là pour ça. En plus, t'es venu avec plein de matériel aussi, là, un petit peu plus bas, on voit pas. Tout n'est pas sur la table. Vous me verrez souvent ramasser des trucs par terre pour vous les montrer. Exactement. Mais évidemment, on va commencer par notre sommaire habituel, à savoir l'actualité. Et aujourd'hui, dans l'actualité, alors il n'y a pas forcément grand-chose, mais il y a quand même des news hyper importantes. Et pour moi, une des plus importantes, donc je suis très contente de pouvoir vous l'annoncer ici, puisque je vous l'avais dit, gros coup de cœur sur l'année, Full Night. Full Night qui a été annoncé au Festival de la BD d'Angoulême dans la sélection officielle. Mais qu'est-ce que je suis heureuse, mais comme une maman, tu vois, qui voit son enfant, qui grandit et qui va loin. T'imagines, c'est Pokémon, c'est ça, Chacha, il a attrapé Pikachu. Tu vois, ça y est, il peut marcher tout seul. Non, c'est merveilleux, je suis tellement contente. Est-ce que c'est quelque chose auquel on s'attendait du côté des équipes de Glénat? Alors c'est quelque chose pour lequel on est évidemment ravis. On savait lorsqu'on a acquis Full Night que c'était un titre qui sortait véritablement des sentiers battus. Et du coup, le voir sélectionné à Angoulême, c'est pour nous la preuve que c'était un très bon choix en termes de publication. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on acquiert un titre, on ne se dit pas ça c'est sûr, il va être sélectionné à Angoulême, mais lorsqu'il l'est, c'est toujours très agréable, à la fois pour nous et bien évidemment pour l'auteur de l'œuvre originale. Alors, s'il vous plaît, s'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas encore testé Full Night, allez-y, on vous a déjà dit plusieurs fois qu'il avait été plébiscité par des grands auteurs, ne serait-ce que Suishida, que vous connaissez évidemment pour Tokyo Ghoul et maintenant Shojin X, fait partie des gens qui trouvent que cet artiste mérite qu'on s'attarde dessus. Et on est très nombreux ici à Glénat aussi à être sous le charme de son histoire, de son propos, ainsi que de son trait et de son univers, de son ambiance. Il est vraiment incroyable et je pense qu'il faut vraiment le surveiller parce qu'on va en entendre parler beaucoup dans les années à venir. Donc on va suivre ça de très près évidemment au festival. On espère qu'il sera primé. Alors, du fond du cœur, je l'espère. La news d'après concerne une autre de nos séries préférées à Glénat, bien évidemment, Tokyo Revengers. On en parlait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur un Glénat Manga Live. Eh bien écoutez, on a un petit peu plus de détails par rapport aux films qui vont arriver sur l'année 2023. On a un trailer, un tout nouveau trailer qui est apparu. Je vous rappelle qu'il y aura donc pour Tokyo Revengers 2 films en fait qui vont représenter ce deuxième arc qui va être fait en prise de vue réelle, donc avec des acteurs. Le premier s'appelle Unmei, tout simplement le destin, et le deuxième s'appellera Kessen, la bataille finale. L'un est prévu pour le mois de mai 2023 et l'autre pour l'été 2023. Et si on peut regarder peut-être des images un petit peu de ce trailer, puisque j'ai vu que le lien était en tout cas dans le conducteur, on devrait peut-être pouvoir regarder un petit peu. C'est un plaisir de retrouver en tout cas ces acteurs qu'on avait peut-être déjà vus en tout cas dans le trailer, puisque je n'ai pas vu le film le premier, mais j'ai vu le trailer et j'ai reconnu des acteurs que j'aime beaucoup à l'intérieur. On a par exemple l'interprète de Takamichi, tout simplement interprété par un acteur, chanteur qui s'appelle Takumi, que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez un petit peu à la musique japonaise, puisqu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Dish. Ils ont fait pas mal de génériques d'animés, entre autres My Hero Academia, dans les derniers, par exemple. Donc vraiment, c'est une personne que je suis très contente de retrouver dans d'autres univers, et là, vraiment, depuis que du coup, Dish
a l'air de ne plus exister, hein, voilà, depuis que le groupe s'est arrêté. C'est bien que Takumi continue voilà, à performer dans d'autres domaines et il a plutôt l'air d'être bon acteur. Si vous regardez un petit peu ce qu'il fait sur du coup Tokyo Revengers, hein, c'est Takamichi. Vraiment, il est pas mal. Et on a aussi du coup Draken, qui est interprété par un de mes acteurs ever préférés, qui s'appelle Yamada Yuki. Il a une bouille quand même plutôt mignonne en fait. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il a, il a des traits fins, mais il a souvent joué des voyous. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je le vois dans un rôle, c'est un voyou. C'est très bizarre. C'est donc Yamada Yuki. Moi, je l'avais découvert dans un drama qui s'appelle Itazura Nakis, disponible sur Netflix. C'est un baiser malicieux. Évidemment, le manga d'origine n'est jamais arrivé jusqu'à chez nous. Un peu dommage, mais c'est comme ça. Et vraiment, pour le coup, dedans, il jouait un voyou aussi. Donc je passe mon temps à le voir dans ce type de rôle. C'est pas plus mal. Vous avez aussi l'acteur qui s'appelle Sugino Yosuke qui joue le rôle de Naoto, hein, propre sur soi. Littéralement, il n'a que des rôles de beau gosse dans des romances. Et vous avez aussi Imada Miyo qui joue le rôle de Hina. Et elle, pour le coup, vous la retrouvez également dans une adaptation d'une œuvre chez Glénat. C'est trop bien, j'ai vu ça, puisque Imada Miyo fait le rôle de Maya Airi, qui est donc une des C5, hein, des C5, dans Hana no Chihare, qui est la suite évidemment de Hana Yuri Dango. Il y a eu un drama au Japon, et bien écoutez, elle interprétait ce rôle, donc on la retrouve finalement dans l'univers de Glénat. Un jour peut-être dans notre émission, nous pourrons l'interviewer. Parlez-nous de vos personnages. Donc là, vous voyez effectivement le trailer qui repasse un petit peu de temps en temps. On voit ces instants clés, hein, si vous vous souvenez bien du manga. Personnellement, je continue à espérer qu'un jour une prod nous permette de l'obtenir en France légalement, au cinéma. Ce serait bien. Ce serait très cool. Toi, on a envie d'aller le voir. Ah, bien sûr, c'est une certitude. Le trailer nous donne envie, et donc on attend avec impatience. Satoko, elle est au Japon, là, non ? Elle est revenue. Elle est revenue. En même temps, c'est pas comme si elle pouvait aller le voir au cinéma, voilà. parce que c'est mai. Voilà. Faut qu'elle soit au Japon en mai. Et là, elle pourra nous faire éventuellement un feedback. Et la dernière actualité, elle est tombée tout à l'heure. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Ça concerne les enfants de la baleine. Le dernier tome sorti, c'était le 20. Vous voyez ici la couverture de ce volume. Les enfants de la baleine se terminera au Japon le 6 janvier dans le Mystery Bonita de février 2023. C'est fou de se dire que ça y est, on va arriver à une conclusion finalement pour ce titre. Je ne sais pas combien de tomes on a de retard par rapport au Japon, puisqu'il y a toujours un décalage. Alors, on n'en a pas énormément, je crois qu'on doit avoir 1 ou 2 tomes. Le tome 21 français, lui, sortira fin janvier ou début février, ça dépend. Il y a peut-être aussi un tome 22 de paru au Japon, mais on n'a pas tant d'écart que ça. Donc, d'ailleurs, ça se sent, je veux dire, la semaine dernière, j'ai relu justement le tome 21 avant d'envoyer l'impression, et on sent qu'on approche, on a eu énormément de révélations dans ce tome. Une mise en perspective qui fait que quand on a lu le début, on comprend tous les événements. Donc le fait qu'il y ait une annonce comme quoi la fin de ce produit arrive en début d'année prochaine, c'est cohérent avec le rythme de l'histoire. D'accord, merci pour toutes ces informations. Voilà, pour tous les fans des enfants de la baleine, la conclusion arrivera très bientôt. Est-ce qu'on peut estimer que si la fin arrive en janvier 2023 au Japon, en tomes reliés pour la France, ce serait plutôt fin 2024 Alors, soit fin 2024, soit tout début 2023. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... fin 2024 ou début 2023, il y a un problème. Voilà, je me mélange les timelines. Les mathématiques sont compliquées. Fin 2023 ou début 2024. Parce qu'en fait, carrément. ce qui va se passer, c'est que là, la série va se terminer, oui. Mais dans le magazine. C'est ça. Et donc, il faut d'abord attendre qu'il sorte en tant que bon. Et à partir du moment où il sort en tant que bon, on peut acquérir les droits pour ensuite le planifier. Donc voilà, toute la mécanique parmi presque le début finalement du gros focus. Comment est-ce que ça se passe finalement la récupération d'un manga et quelles sont toutes les étapes jusqu'à ce que ça arrive dans un joli petit format dans vos librairies. Donc il faudra attendre un petit peu pour arriver à découvrir la fin chez nous en France. Mais ça va arriver très très certainement très bientôt. Ensuite on passe aux sorties de la semaine, mais pour le coup, il n'y en a pas 45. La sortie. Parce que, ouais, voilà, c'est la sortie. Petit jingle peut-être quand même, qui mérite.
Voilà, on vous a menti, hein. Pas sorti au pluriel, mais en même temps, il compte pour plusieurs presque, vrai, hein, finalement, puisque c'est la sortie vu l'engouement, oui. du tome 103. Et je vous rappelle du coup qu'effectivement, la première impression possède ce joli petit effet métallisé que vous pouvez constater ici. Voilà, il est superbe, il est magnifique. N'hésitez pas à aller le récupérer dès demain. Ce n'est pas une édition limitée dans le sens où ce n'est pas un produit à part, c'est le produit DEF. C'est juste que le premier pressage possède ce petit bonus. Les impressions suivantes, puisqu'il y aura des réimpressions, hein, évidemment, on parle de One Piece, eh bien, elles ne posséderont pas cet effet métallisé. Ce sont des couvertures classiques, donc il faudra se dépêcher. Oui. Et on a également dans cette première, ce premier tirage un dépliant couleur avec un poster. Ah ouais. Attends, il est pas dedans là. Oh attendez, je découvre en fait. Je l'avais en main tout à l'heure et je n'avais même pas vu. Promis, on n'a pas répété. Incroyable. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, quand même, on voit bien. Il y a effectivement un poster là, mais il y en a aussi un autre de l'autre côté, regardez. Voilà, c'est littéralement la couverture. C'est super beau. C'est super beau. Il y a des gens qui, vraiment, pour de vrai, ils arrachent le truc, ils le découpent, Bah, on sait qu'on a des lecteurs qui achètent plusieurs exemplaires d'un One Piece, un pour le lire, un pour le stocker, un pour justement découper les dépliants. Donc oui, il y a certaines personnes. Mais de voir à quel point c'est pratique. Ouais, il y a une marque à un endroit où on peut effectivement, peut-être avec un cutter, quelles sont les vraies astuces pour ne pas abîmer ton tome de One Piece et faire ça. N'hésite pas à mettre un carton en dessous pour éviter de déchirer tout l'ouvrage. C'est ça, en fait, il y a des vraies tactiques. Alors, j'arrive pas à voir l'intégralité du chat. Bizarrement, je vois qu'il y a plus de messages qui apparaissent là que dans mon fil à moi, pour une raison totalement inexplicable. Je vois juste, par exemple, Fululu qui dit « ça fait un peu télé-shopping », j'avoue. Quelque part, admirez, regardez, vous ouvrez, il y a un poster à l'intérieur. J'ai dû trop regarder le télé-shopping quand j'étais petite, hein. Ça a dû vraiment m'influencer sur le ton, je suis navrée. Je suis une très grande consommatrice de ce genre de choses, des choses qu'on ne peut acheter qu'avec les yeux, vous savez. Mais là, évidemment, n'hésitez pas à aller le récupérer chez votre libraire. J'ai précommandé le mien, nous dit Pei Kelly. Hâte d'aller le récupérer demain. C'est vrai que peut-être c'était un bon move, hein, de penser à précommander, à réserver, parce que après, l'impression sur un One Piece, elle est quand même assez massive. Oui, on est sur un tirage conséquent, mais on sait aussi que One Piece a énormément de lecteurs, et même si on n'est absolument pas sur un tirage limité comme ont pu l'être les collecteurs 98, 99 et 100, mais cet effet métallisé avec le dépliant est réservé uniquement au premier tirage. Donc je dirais, n'hésitez pas si vous le voulez à aller le prendre directement en boutique, puisque on ne sait pas quand... on ne sait pas pendant combien de temps, je dirais, ce premier tirage sera commercialisé. Exactement. Il y a une première question d'ailleurs qui débute tout de suite là sur le chat. Vous êtes au taquet. Il y a Stratos. Je ne sais pas comment prononcer le reste de ton pseudo, donc je vais juste dire Stratos, qui demande est-ce qu'on pourrait avoir enfin des nouvelles sur les réimpressions des guidebooks Blue et Red, s'il vous plaît. Alors, il met bien les formes. Oui, les guidebooks Blue et Red, donc qui sont, pour rappel, les deux premiers guidebooks, puisqu'on en a 4. On a le Blue, le Red, le Yellow... Non, on en a 5, pardon. Le Blue, le Red, le Yellow, le Green et le Blue Deep. Et voilà, c'est... Belle gamme. Voilà, tous avec un effet métallisé, d'ailleurs. Donc, on travaille actuellement, justement, à la réimpression du Blue et du Red. Mais on a aussi un travail assez pointu, parce qu'en fait, au niveau de la traduction, au niveau des fichiers, pour qu'ils puissent être conformes aux nouvelles normes d'impression, tout simplement parce que ce sont des titres qui ont été publiés il y a très longtemps, donc il faut qu'on les remette au format, qu'on les recale, là où le Yellow et les autres étaient déjà dans un format plus classique, en termes tout simplement de format de fichier. Donc on y travaille. On n'a pas de date précise à vous communiquer, mais ça fait partie des chantiers sur lesquels on est actif, parce que nous aussi, on souhaiterait bien évidemment pouvoir vous les reproposer rapidement. Merci pour ces précisions. On va commencer à parler du coup vraiment du propos, mais on a déjà commencé à mettre un pied dedans évidemment avec cette première question de Stratos, et du coup n'hésitez pas, hein, dès que ça connecte en tout cas avec ce qu'on est en train de dire, on essaye d'y répondre dans la foulée. Mais on a parlé du tome 103 avec ses spécificités qui lui sont propres. Pour un tome classique de One Piece, comment est-ce qu'on travaille dessus ?
Alors, en termes de fabrication ou en termes d'édition? Parce qu'il y a deux, il y a deux Alors, un versions. petit peu Alors, tout. on peut traiter les deux. On hein, peut voilà. faire étape par étape, puisque D'accord. du coup, on va effectivement d'abord récupérer le fichier et s'occuper de toute la grande partie qui est la traduction, D'accord. l'adaptation. Mhm. Peut-être qu'on peut parler un peu de ça, puisque c'est très particulier pour D'accord. One Piece. Il y a particulièrement le simultrade. Alors, exactement. Comment ça se passe pour gérer aussi bien la traduction de la version imprimée que de la version en simultrade? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que déjà au Japon, la version publiée en simultrade n'est pas la même que la version publiée en version reliée. C'est-à-dire qu'on sait que l'auteur retravaille sur certaines planches, ajoute éventuellement des textures, etc. Et donc, les traducteurs, finalement, ils œuvrent, on va dire, sur One Piece 2 fois. Ils œuvrent une première fois à l'occasion du simultrade, et donc ils rendent leur chapitre toutes les semaines. Et ça, c'est en suivant le rythme qui nous est communiqué en amont. Et ensuite, à partir du moment où le tome japonais est publié et où on a acquis les droits, ils retravaillent sur cet ouvrage. Donc, pour retravailler sur cet ouvrage, ils le font de différentes manières. En premier lieu, ils repointent la totalité du simultrade et de la version papier pour vérifier ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé. En deuxième lieu, il y a tout un travail de traduction complémentaire. Par exemple, les courriers des lecteurs, les présentations des personnages. Là, par exemple, dans le tome 103, il y a un bonus de fin de Eiichiro Oda consacré à One Piece Red, donc les traducteurs l'ont également traduit. Donc il y a ce travail-là pour reproduire, rééditer un tome 103 qui soit disponible pour la version papier. Et à ceci s'ajoute un paramètre supplémentaire qui est le fait de travailler, je dirais, conjointement avec les autres ayants droit, en l'occurrence Toei Animation, pour faire en sorte que les termes qui apparaissent soient communs entre l'animé et le manga. Et donc là, on se pose, on échange en disant bon, bah, voilà les propositions de traduction par rapport aux termes. Et donc on a des échanges sur OK, mais par contre, c'est dommage qu'on perde cet effet-là. Je rappelle ou signale que pour des noms dans One Piece, que ce soit des noms d'attaque, des noms de lieux, etc., on peut parfois avoir 3 sens différents en un seul et même mot. Oui, parce que c'est beaucoup de jeux de mots en fait, voilà. One Piece. Donc il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a à la fois un jeu de mots au niveau de la compréhension, il y a un jeu de mots au niveau de la lecture, et comme en plus l'écriture peut se faire avec 2 syllabaires différents, on peut avoir des jeux de mots. Donc tout le travail des traducteurs, c'est de réussir à, on va dire, condenser, synthétiser ces différents jeux de mots, ou en tout cas garder les éléments les plus importants, parce que malheureusement on ne peut pas forcément garder la totalité quand il s'agit d'adapter. Donc il y a tout ce travail, on va dire, d'édition en tant que tel, donc travail de texte, travail de la maquette, et ensuite le livre, donc la traduction est rendue, le livre est maquetté, relu, corrigé, validé, et ensuite ça part en impression. Donc là on est sur le processus éditorial. Après, sur le processus de fabrication à proprement parler, un One Piece, certes, dispose d'un tirage particulièrement conséquent, mais la fabrication d'un manga One Piece classique, Oui. c'est, on va dire, la fabrication d'un manga standard. C'est-à-dire qu'on a un livre qui est constitué de 3 éléments. Un intérieur, donc la totalité des pages que vous avez, qui sont des pages en noir et blanc, une couverture qui permet de tenir l'intérieur, et une jaquette. Donc la fabrication, c'est simplement de faire en sorte de prévenir l'imprimeur très 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 en amont pour que... Combien de mois? Eh ben, combien de mois, par exemple, j'ai dû valider aujourd'hui le descriptif technique du One Piece 104 qui sort en avril. Voilà. Attends, on est en décembre. Ok. Ouais. On est à peu près entre 5 et 6 mois pour les éléments comme ça, parce que l'imprimeur doit pouvoir prévoir dans son temps de fabrication le délai, parce que sur un tirage de One Piece, ça va lui prendre beaucoup de temps de machine. Oui, forcément. Et pour pouvoir s'organiser, et surtout, nous, pour pouvoir commander le papier, puisqu'en fait, on achète le papier intérieur parce qu'on est sur des productions très importantes, et là encore, on dépend des papetiers, donc ils ont besoin très en amont de connaître les ouvrages. Donc on a le papier intérieur en termes de fabrication, et pour la couverture, on a donc un papier de couverture qui lui est plutôt fourni par l'imprimeur parce qu'on est sur des tonnages un peu plus importants en papier classique, et pareil pour les papiers de jaquette, on est sur un autre papier. Vous avez pu constater par exemple que le papier de couverture est un papier qui est un petit peu plus rigide que le papier de jaquette, parce que justement c'est ce qui permet à l'ouvrage de se tenir de manière un petit peu plus solide. Donc ça fait partie des consignes qu'on indique, donc des descriptifs techniques qu'on transmet à l'imprimeur pour qu'il sache quelle référence de papier commander, etc. Et ensuite le processus de production en tant que tel chez l'imprimeur, ils ont des machines qui impriment donc tous les cahiers noirs et blancs, donc les cahiers intérieurs. Donc là, on est généralement sur des grosses machines parce qu'on est sur des tirages très importants et sur des grosses cadences. Et les couvertures et les jaquettes sont imprimées sur d'autres machines qui sont, elles, spécialisées en couleurs et qui, du coup, ont des cadences un petit peu plus faibles, mais pour permettre des réglages.
Je peux continuer à rentrer dans le détail si on... voilà. Ben, écoute, oui, parce Ok. que du coup, ça se compte, enfin, Voilà. ça s'enchaîne naturellement. Donc au niveau de l'impression, donc on est sur ce point-là. Et une fois que donc la jaquette et la couverture ont été imprimées, il y a un dernier processus qui intervient notamment sur la jaquette, c'est ce qu'on appelle la finition. Et en l'occurrence, c'est un principe du pelliculage. Le pelliculage, c'est comme si vous imaginez, vous mettiez un film plastique transparent protecteur sur la totalité de la jaquette. Ouais. Donc c'est un peu comme un vernis, sauf que le vernis, vous l'avez vu quand vous vous en mettez sur les ongles, ça s'écaille au bout d'un certain temps. Bon, quand vous mettez un film plastique sur votre doigt, il s'écaille beaucoup moins, beaucoup moins rapidement. Et donc les jaquettes ont un pelliculage, donc il peut être un pelliculage brillant pour justement avoir un côté un peu clinquant, ce qui est le cas pour à peu près n'importe quel ouvrage. Oui, voilà. Ça, c'est One Donc Piece. voilà, ça c'est One Piece. Et donc là, on est sur un pelliculage brillant. Oui. Voilà. Et ou alors, vous pouvez avoir un pelliculage mat qui du coup donne un effet un peu plus classe, un peu plus agréable, mais qui par contre a tendance à rougir un petit peu les couleurs. Et une fois donc que tous les cahiers ont été imprimés, que la couverture a été imprimée et que la jaquette a été imprimée, on passe à ce qu'on appelle une phase qui s'appelle le façonnage, où en fait, on part de ces 3 éléments qu'on façonne et qu'on rassemble. Et là, vous avez une machine qui prend tous les cahiers pour les mettre ensemble, qui ensuite ajoute la couverture pour que ça tienne, et qui après rajoute la jaquette, et par une sorte d'opération magique, où moi je suis toujours surpris quand je vois les machines, rabat la jaquette sur l'ouvrage, et à la fin de la machine, vous avez le bouquin qui sort. Est-ce qu'on peut rappeler que cette technologie n'a pas existé depuis C'est vrai. le début de la nuit C'est des temps et qu'au début, c'était manuellement en fait Oui. que les jaquettes étaient repliées. Oui, exactement. Au début, il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années, il n'existait pas de jaquetteuse automatique en France. Il n'existait pas de jaquetteuse automatique en France pour une raison relativement simple, c'est que pendant très longtemps, on considérait que les jaquettes, c'était pour des produits de luxe. Donc pour des beaux livres cartonnés, des artbooks, mais pas du tout pour des mangas qui étaient vendus à entre 5 et 6 Pas euros à ce type l'époque. de produit de consommation. Voilà, pas ce type de produit de consommation. Et donc, déjà, c'était très difficile pour les imprimeurs quand on allait les voir en disant bon, voilà, on voudrait des jaquettes. Ah bon, mais pour ce format-là, c'est pas possible. Et il n'y avait pas de processus automatisé. Et donc, pour la pose de jaquette, elle se faisait par 2 options. Dans les 2 cas, c'était manuel. Soit on faisait appel donc à des prisons, c'est-à-dire que dans la mesure où les prisonniers, voilà, les prisonniers sont, il faut qu'ils occupent aussi leur journée. Et justement, ils pratiquaient une activité rémunérée qui était justement de poser les jaquettes, sans passer par ce qu'on appelle des CAT, donc des centres d'aide par le travail, qui sont des foyers où viennent se retrouver les travailleurs handicapés. Et dans ces cas-là, justement, les jaquettes étaient posées par des travailleurs handicapés. Ce qui permettait justement d'avoir, une relation privilégiée avec les uns et les autres. Et en même temps, comme c'était des travailleurs handicapés, on savait qu'il fallait prévoir un délai, c'est-à-dire qu'avec des personnes, comme ce n'est pas des machines, mais ce sont des humains, et qu'en plus c'était des travailleurs handicapés, on ne pouvait pas leur dire « Allez, il m'en faut 2000, il m'en faut 2000 !» ça ne fonctionnait pas comme ça. Ça ne marche Voilà, pas, ouais. voilà. Non. Donc on allait les voir et on montrait comment plier. Et franchement, ça se passait super bien parce qu'ils étaient tous extrêmement motivés parce qu'il y a quand même un sentiment, je dirais, presque d'accomplissement. Quand on met la jaquette, on contemple réellement le fruit de son travail. Et ça a fonctionné pendant comme ça très longtemps, jusqu'à ce que des jaquetteuses automatiques, donc des grosses machines, aient été donc importées par les différents imprimeurs lorsqu'ils ont vu à quel point le manga cartonnait, se développait, et que c'était plus rapide et plus intéressant pour eux d'avoir ce genre de machine. Il y a... Attends, c'était qui? C'était Fululu qui demande, mais du coup, ça veut dire que les prisonniers, ils avaient le droit de lire les mangas avant leur sortie? Alors, j'ai jamais travaillé avec des prisonniers. Moi, j'ai travaillé avec des CAT, mais jamais avec des prisonniers. En fait, c'est pas qu'ils avaient le droit de lire les mangas avant leur sortie, c'est juste que de toute façon, en fait, ils n'avaient pas le temps, puisqu'en fait, l'action consistait à prendre l'ouvrage et à poser la jaquette. Elle consistait pas à prendre l'ouvrage, à le lire. 4 heures après. Voilà, il est là. donc je suppose, alors évidemment, à partir du moment où ils rendaient où j'imagine, ils rendaient les palettes, peut-être qu'il y avait quelques exemplaires qui ensuite les éditeurs leur laissaient au moment de la sortie. Mais voilà, ils n'étaient pas en mode bon, allez, je lis tout One Piece avant tout le monde et ensuite je passe la jaquette. C'était plus pour le coup un processus de manutention qu'un processus de lecture-préparation. Il y a des gens qui posent des questions par rapport à la production, du coup, comme tu parlais de ce gros système, ce gros travail à la chaîne finalement de production. Est-ce qu'il peut arriver, la question est un peu floue, qu'une production soit défectueuse et que se passe-t-il dans ce cas-là? Donc je ne sais pas c'est à quel niveau de la chaîne que ça peut être défectueux. La production peut être défectueuse à différents niveaux. Déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que
on travaille dans une industrie culturelle et que du coup, on a des processus industriels. Ce que ça veut dire, c'est que qui dit processus industriel dit qu'on a toujours, on va dire, une sorte de marge d'erreur, de taux d'échec. Je vais prendre un exemple tout simple. Au niveau des couleurs sur les jaquettes, on fournit toujours des épreuves pour que les imprimeurs se basent dessus. Sauf qu'il y a une marge d'erreur beaucoup plus importante, une marge de tolérance, pardon, pas une marge d'erreur, une marge de tolérance beaucoup plus importante, toute proportion gardée, par rapport aux imprimeurs qui impriment des livres, que par exemple par rapport aux imprimeurs qui impriment des emballages alimentaires. Parce qu'en fait, les emballages alimentaires sont tirés à une tellement grande quantité et la charte technique est tellement importante de la part des prestataires agroalimentaires que c'est cette couleur et pas une autre. Donc, ils ont des consignes beaucoup plus draconiennes, beaucoup plus drastiques que les nôtres parce que justement, les enjeux ne sont pas les mêmes et que voilà. Après, on peut avoir évidemment des défectueux de différentes manières. Un des éléments qui se produit assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle un phénomène de gâche-papier. La gâche-papier, vous avez tous une imprimante chez vous, vous êtes ravis quand vous lancez une impression, bourrage. Ça sort tout de suite. Voilà. Gâche-papier, voilà. Alors, gâche-papier, c'est effectivement, on peut avoir un bourrage, c'est-à-dire que le papier existe sous deux formes. Il existe sous forme de bobine et sous forme de ramette. Bobine, c'est comme un rouleau de sopalin, mais en très très gros et très très lourd. Et sous forme de ramette, c'est un peu comme vos ramettes, mais c'est plutôt des formats, par exemple, qui font 1,20 m par 80. Et justement, comme on est sur des cadences d'impression particulièrement importantes, il suffit que le papier, du point de vue du papetier, n'ait pas forcément été suffisamment préparé, que, je sais pas, il y a un paramètre chimique dans la pâte à papier utilisée, et on peut avoir des bourrages papier. Donc, quand on a des bourrages papier, ça veut dire qu'on a des arrêts machines. Et donc, si l'imprimeur avait prévu, mettons, une journée d'impression et qu'en réalité, elle est une journée et demie, ça chamboule tout son planning. Ce qu'on peut avoir aussi justement avec ces phénomènes de gâche-papier, c'est quand par exemple on nous dit voilà pour votre bouquin il faudra, j'ai n'importe quoi, 1 tonne de papier, et puis en réalité le temps que l'imprimeur cale ses machines, je reviendrai un petit peu, en fait il a consommé plus de papier avant de réellement lancer l'impression. Ce qui fait que si par exemple on a demandé 10 000 exemplaires, peut-être qu'en réalité on peut en avoir que 9 500, 9 700. Ou à l'inverse, et là pour le coup c'est pas une malfaçon, c'est que comme on est sur des très grosses machines, c'est pas j'en veux 10 000 pile, j'arrête 10 000, mais il peut en produire genre 10 100, 10 200, ça fait partie de ces marges de tolérance. D'accord. Donc on a ces genres de choses, et puis après oui on a toujours d'autres problématiques qui peuvent s'opposer, par exemple sur le coffret Skypia. Alors c'était pas un défaut, mais justement on a eu une alerte très en amont, et ce qui explique d'ailleurs qu'il a dû sortir un tout petit peu plus tard. Voilà. C'est qu'en fait, alors ça se voit pas forcément, mais sur le coffret Skypia, vous avez ici des images qui sont de couleur métallisée. Et en fait, donc ce sont les images de l'auteur, mais du coup, il a fallu qu'on travaille de concert pour être sûr que des images avec un trait aussi fin de la part de l'auteur sur un carton qui est plutôt, on va dire, un carton qui est habitué à recevoir beaucoup d'encre, il a fallu qu'on trouve une solution en termes d'impression pour faire en sorte qu'on ait bien évidemment le trait de l'auteur et que ça respecte également les impératifs techniques. Donc, il y a des éléments comme ça qui interviennent. En fait, au fur et à mesure qu'on travaille, on apprend, on développe des nouvelles compétences. Et on va dire les soucis qui se posent, mais après, une fois qu'on est arrivé à l'étape libraire. Oui. Moi, je pense par exemple à quelque chose qui m'est arrivé souvent, peut-être vous aussi d'ailleurs chez vous, c'est en fait d'avoir un feuillet en double. Oui, c'est-à-dire que tu es en train de lire ton manga, et d'un seul coup, tu tournes la page et tu fais... J'ai déjà lu ce passage. Il y a un feuillet en fait qui a été intégré. Mais ça, en général, c'est pas un cas isolé, c'est un petit lot. Alors, c'est en général un petit lot. Ce qu'il faut voir, c'est que, imaginons, on est sur un ouvrage de 192 pages et l'imprimeur va imprimer des cahiers de 32 pages. Donc, ça va faire, du coup, donc ça va faire 6 cahiers de 32 pages. Voilà. Et donc, vous imaginez, en fait, c'est comme si vous aviez une grande échelle horizontale. Vous avez les pages 1 à 32, les pages 33 à 64, les pages 65 à 128, etc. Et vous avez un cahier, et au bout, donc tous les cahiers sont ensemble, et ça crée l'ouvrage. Il peut arriver justement, dans le cadre de ce processus industriel, qu'il y ait genre 2 cahiers qui glissent ou un qui ne se mette pas au bon endroit, et il y a des phases de contrôle de la part des imprimeurs, c'est-à-dire qu'on voit très régulièrement, ils font du picking aléatoire, ils prennent un ouvrage, ils vérifient que tout est bon, etc. Donc pour limiter ce genre de problème, mais des fois, il peut arriver que des titres comme ça passent à la trappe, et du coup, arrive en librairie. Et dans ces cas-là, en fait, le processus est, je dirais, relativement simple. Ça fait partie, entre guillemets, de ces marges de tolérance dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez
voir votre libraire, vous lui montrez le problème, et votre libraire, en fait, vous l'échange directement parce que c'est considéré comme un exemplaire défectueux, et donc lui, le libraire, va nous retourner l'exemplaire défectueux, parce que de la même manière que, je dirais, on lui vend, et on ne va pas lui vendre un bouquin défectueux, donc il va être ensuite crédité, mais ça fait partie justement de ces allers-retours et de ces jeux, et des fois, bien évidemment, quand on a certaines personnes qui font j'étais sur un salon, j'ai pu le sang, etc. Là ensuite on discute avec ces personnes pour trouver une solution qui soit même de satisfaire tout le monde. Parce que ça, c'est important de le rappeler, puisque des fois, il y a des gens, effectivement, qui vont acquérir des volumes, qui vont contacter l'éditeur directement, alors qu'en fait, il faut voir, évidemment, avec le revendeur, donc la librairie dans laquelle vous l'avez acheté, et normalement, ils sont totalement en mesure de pouvoir vous proposer un autre produit. Alors après, ça dépend. Si, justement, une réimpression n'a pas encore été faite, évidemment, ils ne peuvent pas faire l'échange tout de suite, c'est ça. Parce qu'ils ont forcément encore, entre guillemets, le lot défectueux. Je repense à, par exemple, tout le monde en avait parlé à la sortie, le roman Bleach. Il y avait un mot dans la présentation des personnages, il y avait un mot qui était revenu 2 fois et c'était pas le bon. Là, pareil, en fait, il fallait attendre une réimpression parce que par miracle, on peut pas en claquant des doigts. Parce que là, en fait, pour le coup, le problème qui est relevé, c'est pas un problème qui est lié à la fabrication, c'est plutôt un problème qui est lié au processus éditorial où en fait, on n'avait pas vu la faute et on avait laissé comme ça. Mais on peut pas dire à l'imprimeur, t'as mis un mot qui était pas là. Si, en fait, je suis parti des fichiers PDF que vous m'avez fournis, je me suis pas amusé à changer un mot par un autre. Mais oui, tu as raison. Il y a la réimpression quand il y a derrière. ce genre de phénomène, c'est pour ça qu'on dit, si jamais vous trouvez des erreurs dans nos ouvrages, on essaye de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, voire qu'il y en ait le moins possible, mais on conçoit tout à fait qu'on puisse en laisser passer malgré les nombreuses relectures. Donc n'hésitez pas à nous les remonter pour que justement on puisse modifier les réimpressions, parce que le but, c'est qu'on puisse proposer la meilleure version possible pour que votre plaisir de lecture soit le meilleur qui soit. Il y a quelqu'un qui a posé la question, je n'arriverai pas à prononcer ton pseudo, RXPHRD, par rapport, je crois que c'était, non, c'est Zephyro, pardon, je me trompe de ligne, c'est Zephyro76, qui revient en fait sur un des points qui avait été abordé lorsque les premiers coffrets avaient été annoncés et qui surtout, ils sont arrivés en vente, puisqu'effectivement, One Piece étant une série qui est éditée depuis de nombreuses années, et que du coup, fatalement, vous n'avez pas eu le même papier depuis 20 ans, le papier a changé, le fournisseur. Actuellement, d'ailleurs, il y a tellement de choses encore qui changent que c'est potentiellement un peu compliqué. Et que du coup, fatalement, les gens qui avaient les tout premiers exemplaires vendus avec un papier totalement différent, puisque du coup, il suffit que l'épaisseur diffère un petit peu sur 200 pages, plus 200 pages, plus 200 pages. Fatalement, l'épaisseur au total est totalement différente. Et du coup, je pense que c'est pas mal de juste rappeler que du coup, les coffrets ont été faits évidemment avec la conformité des tomes vendus actuellement, que vous avez de toute manière des obligations aussi envers les ayants droit et que du coup quand vous sortez un produit il faut qu'il soit validé par les ayants droit et que vous pouvez peut-être pas forcément faire 45 versions d'un propre coffret. C'est un peu ça, c'est qu'on peut pas faire 45 versions d'un coffret pour une raison relativement simple, c'est que donc la manière dont travaille un prestataire notamment pour les coffrets, c'est qu'on lui envoie les exemplaires et donc on lui envoie bien évidemment le coffret, au moins des photos du coffret modèle japonais pour qu'il ait une idée de à quoi ça va ressembler, et ensuite on lui envoie les exemplaires pour que lui puisse nous tomber un gabarit. Et c'est posé la question de quelle version sur quelle version on va partir. Et on a considéré que, comme je crois que ça date depuis 2017, on avait justement homogénéisé les papiers et donc du coup les épaisseurs d'ouvrage. Il était pertinent de partir sur un coffret comme ça plutôt que de partir sur un coffret qui par exemple était plus large, qui permettait certes au premier lecteur d'avoir leur coffret, ce que j'entends tout à fait comme une demande légitime, mais du coup impliquer que pour tous les autres qui avaient, on va dire, acheté l'édition avec la tomaison jaune, à se retrouver avec des coffrets en disant mes ouvrages ils sont totalement de travers, ça marche pas. Donc on avait pris cette décision, et là aussi parce que le principe d'un coffret c'est de bien tenir les ouvrages, mais c'est vrai, lorsque nous avons sorti le premier coffret, nous avons omis de préciser que les tomes qui avaient servi de modèle dataient de janvier 2017, si mes souvenirs sont bons, et du coup, d'où cette grogne que je comprends tout à fait, oui, mais vous proposez des coffrets vides et mes livres ne rentrent pas. Oui, parce que les coffrets avaient été faits avec d'autres ouvrages.
Et on va du coup pouvoir continuer là-dessus, puisque du coup, s'il y a des gens qui n'étaient pas au courant, en fait, ces coffrets sont là évidemment pour reprendre les arcs de la série One Piece. Et ce sont des coffrets qu'on retrouve au Japon. Et sachez d'ailleurs qu'au Japon, c'est totalement différent. Je suis d'ailleurs assez convaincue, personnellement, connaissant le public français, que ça aurait beaucoup plus ragé si vous aviez fait à la méthode japonaise, puisque en fait, il existe deux versions différentes du coffret au Japon. Oui. Le coffret vendu avec les tomes est dans un carton totalement différent que celui qui est vendu tout seul. Et d'ailleurs, en fait, pour avoir pu toucher, pour avoir eu dans mes mains un peu les deux exemplaires, je peux vous affirmer que du coup, le carton qui est proposé seul au Japon, il est vraiment pas de piètre qualité, puisque c'est un peu extrême peut-être, mais ce carton-ci, par exemple, me semble être vraiment le juste milieu entre le carton proposé à l'origine pour le produit avec les volumes à l'intérieur et le format finalement seul pour les gens qui veulent rajouter leur petit volume à l'intérieur. Je trouve que du coup, celui-ci est un peu entre les deux, et c'est ce qui fait qu'il ne va pas être à l'identique du modèle vendu avec les volumes et du modèle du coup vide, parce qu'il y a quelqu'un qui demande sur le chat Monkey D. Boy, je trouve que l'effet doré des One Piece sur le coffret rend beaucoup mieux sur la version japonaise, pourquoi ne pas l'avoir copié? Est-ce que c'est en partie une des raisons? Alors, en fait, quand on a travaillé sur la version, sur le coffret version japonaise, ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir proposer à la fois pour les lecteurs donc un coffret plein, et pour les lecteurs qui donc avaient la série, un coffret vide pour qu'ils puissent mettre les leurs. Et de notre point de vue, connaissant justement les attentes des fans, des lecteurs et des lectrices de One Piece, on ne voulait pas proposer un super beau coffret pour les versions pleines, et on va dire un coffret entre guillemets presque un petit peu au rabais pour les versions vides. Donc dès le départ, dans notre réflexion, on veut proposer le même type de coffret pour l'ensemble des lecteurs pour éviter que certains se plaignent de racheter la série, etc. De pourquoi est-ce que la qualité est meilleure sur le truc avec tous les volumes? Vous voulez nous raquer notre argent? Enfin, moi, je me dis que c'est ce qui aurait été... Donc, on a étudié les différentes boîtes qui existaient. Donc, on a regardé, et puis pas uniquement forcément au niveau des coffrets de livres, hein, aussi d'autres coffrets, en décidant, bon alors... Ça ne nous va pas en termes de configuration parce que j'ai n'importe quoi, on voit des encoches, on voit des trous. Ça ne nous va pas parce que c'est trop simple, etc. Et à partir de là, on a travaillé sur un concept de coffret qu'on a envoyé au packager. Alors, concept, c'était juste une feuille pliée en 4, hein, je vous rassure. C'était pas... voilà. En disant... Prototype. Voilà. C'était un prototype en disant, bon, ben voilà, on voudrait que notre coffret, il soit comme ça. Donc, et c'est pour ça que, notamment, on voulait que donc, le dos ici soit, je dirais, homogène parce que dans les formations de coffrets, on peut tout à fait avoir des coffrets qui se replient sur les uns les autres, mais on voulait que, d'une manière générale, ça fasse vraiment un étui qui se replie sur lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cette logique, qui est à la fois la logique pour les coffrets pleins et pour les coffrets vides. Au niveau de la teinte, justement, est-ce qu'on était sur un doré ou est-ce qu'on était plutôt sur un... Je ne sais pas si le doré, c'est par rapport à ce coffret spécifiquement ou il y a du doré sur les autres. Alors en fait, il y a un doré sur toutes les... Il y a le doré sur l'ensemble des coffrets. Mais c'est sûr que des fois, on a des effets de texture. Là, on le voit par exemple... quand on met le doré sur un fond jaune avec un fond gris, il est un petit peu difficile à lire. C'est aussi le cas de la version japonaise. Donc on s'est dit, bon, ça faisait partie des éléments. Bah là, par exemple, on a une version japonaise. On voit, enfin, c'est les fameux dorés. C'est vrai qu'on peut comparer un petit peu. Après là, bleu sur doré, voilà, ça ressort plus, quoi. Mais pour le coup, on est quand même parti sur la fabrication de ces coffrets-là, en termes de teinte et de couleur, plutôt que sur la fabrication des petits coffrets carton, on va dire. Parce que c'est vrai, du coup, c'est pas du tout le même carton qui est utilisé pour les éditions japonaises avec les volumes intégrés à l'intérieur. Mais vraiment, si vous aviez l'occasion, vous allez au Japon, vous allez voir la version vide, vous allez rigoler. Vous allez rigoler un petit peu, je pense. Car du coup, voilà, c'était la question de Monkey D. Après, il y a encore d'autres questions. Alors, il y a une question sur le simultrade, mais j'arrive pas à comprendre. Avec l'arrivée du simultrade, peut-on espérer que les sorties françaises se fassent très peu de temps après les sorties japonaises? Alors du coup, tu sais déjà ce que tu as expliqué sur le process finalement. Alors, voilà. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs, avec Les Enfants de la Baleine, puisque c'est exactement la même On en a parlé par rapport à un autre titre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au Japon, lorsqu'on acquiert les droits d'un titre ou d'une série, on va dire on acquiert les droits d'une forme.
Donc, on a, on va dire, acquis les droits des chapitres de One Piece en simultrad. Et pour pouvoir proposer la version tankobon, il faut attendre que le tome paraisse au Japon pour négocier le contrat et ensuite le sortir. Et donc, on doit d'abord négocier le contrat. Une fois que le contrat est signé, recevoir le matériel et ensuite lancer tout le processus. Donc, on ne pourra pas avoir de toute façon de tome papier en simultané avec le Japon, puisque d'un point de vue strictement juridique, tant que le tome n'est pas sorti au Japon, on ne peut rien faire. Et que les images qui nous sont fournies pour le simultrad ne sont absolument pas les mêmes images que celles qui nous sont fournies pour l'impression. Les images simultrad, c'est pour des versions numériques. Les images pour l'impression, c'est des images de bien meilleure qualité. Oui, tu l'expliquais justement tout à l'heure, le dessin est retravaillé, mais ça c'est genre depuis toujours, c'est-à-dire que tout ce qui sort de base dans les magazines de prépublication, déjà c'est dans des encres un peu bizarres, des encres teintées souvent, donc évidemment le dessin va être retravaillé par l'artiste avant d'arriver dans un volume relié, donc déjà de base, c'est pas possible par rapport à ça. Après il y a plein de gens qui posent des questions par rapport à Bleach aussi, ils essayent de s'incruster, mais on comprend. On peut répondre à la question. On comprend aussi, évidemment, puisque je sais que les fans de Bleach, ce sont des très grands passionnés, et on aime leur passion. Ils demandent juste des nouvelles par rapport à l'arrivée potentielle d'un tome 2 du roman, mais peut-être est-il encore un peu tôt. Peut-être. Disons que, alors encore un peu tôt, pas forcément. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'un roman, c'est beaucoup plus de texte à traduire. Exactement, c'est ça, c'est beaucoup plus de texte à traduire. Et je dirais, c'est aussi beaucoup, comme c'est beaucoup plus de texte à traduire, ça veut dire que la traductrice qui s'en charge doit aussi, entre guillemets, laisser de côté d'autres séries sur lesquelles elle travaille. Donc, oui, on y travaille, je vous rassure. Il y aura un tome 2 des romans de Bleach en 2023, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on ne l'a pas encore annoncé puisque la traduction est toujours en cours. Voilà. Merci, comme ça, ça va pouvoir rassurer, j'espère, les fans de Bleach qui étaient effectivement assez curieux. Alors la question, c'est bien, on a des gens sur le chat qui répondent à des gens déjà directement, puisqu'il y a la question sur les databooks qui a été à nouveau posée, évidemment. Pourquoi dans le coffret français, le motif de vague qui sert de fond de boîte n'est pas la suite des motifs des côtés? En fait, c'est parce qu'il y a un motif au fond, là. Oh voilà. Alors, la meuf qui n'a pas encore sorti les bouquins du coffret. Ouais, là on voit effectivement le motif là à l'intérieur. Ouais. C'est joli. Ouais, c'est parce qu'en fait et pourquoi du coup c'est pas la suite? J'imagine que la question c'est parce que, là je sais pas si vous voyez, mais il y a un dessin ici et après le fond de boîte il y en a un autre. C'est tout simplement parce que là vous avez l'impression d'avoir un coffret bien monté, mais en réalité on a juste une très grande feuille d'impression sur laquelle on a la totalité de la texture. Et on a à la fois le gabarit du coffret, qui on va dire, a schématiquement la forme d'une grande croix, et la cale qui se trouve au fond, se trouve sur un côté, soit en haut à gauche, ou en haut à droite, etc. Donc on a vraiment le fond comme ça, mais le fichier tel qu'il a été maquetté fait que la cale du fond, on a le même motif, mais on n'a pas exactement la même chose. Et on l'a, je dirais, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que de toute façon, comme notre coffret correspond aux impératifs de la version française, et pas aux impératifs de la version japonaise, on a aussi des ajustements qui doivent être faits. C'est vrai que tout à l'heure, en fait, je montrais d'ailleurs dans mon pré-live la différence entre un volume français et la différence avec un volume japonais. On peut vous la remontrer à nouveau d'ailleurs, comme ça vous allez le voir avec vos yeux. C'est que déjà, c'est pas la même taille. Ah, donc les coffrets ne sont pas de la même taille. On vous les met côte à côte, regardez. Un volume français va être un tout petit peu plus élevé, un tout petit peu plus grand. Donc déjà, à ce niveau-là, on ne pouvait pas faire à l'identique un copier-coller, au-delà du fait que ça travaille sur un carton différent. Mais du coup aussi, au niveau de l'épaisseur, alors là, je ne prends pas 2 fois le même tome, donc c'est pas peut-être le meilleur comparatif, évidemment, mais le papier ne va pas non plus être le même. Donc l'épaisseur d'un volume japonais et d'un volume français va aussi être différente. Et ça, tout ça, ça joue évidemment sur le fait de pouvoir... parce que, attends, j'essaie de voir. L'impression que... Alors, tout à l'heure, c'est fou, hein. Tout à l'heure, c'était le tome français qui était plus épais. Cette fois, c'est le tome japonais. Comme quoi, ça dépend vraiment des volumes. Mais là, ici, effectivement, ça a l'air d'être un peu plutôt le japonais qui est un chouïa plus épais. Hein, des pages peut-être un peu plus épaisses ou peut-être plus de... Non, les pages sont censées être les mêmes. Mais donc, ça va fatalement jouer aussi sur... Alors, je vais essayer de le remettre bien. Et comme je suis douée en japonais, je vais retrouver où il faut le mettre, c'est ici. Ouais, je vais m'occuper de la version française. Hein, je suis plus douée pour ça. Ça
marche, il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, c'est bien rangé, ça te Voilà. sera contente, ni vu ni connu. Il y a toujours des questions. Merci aux gens du chat qui répondent à des questions qui ont déjà été posées avant. C'est vraiment très très pratique. Alar me demande à quand la version française des Vive Cards. Alors, la version française des Vivre Cards. Alors, j'ai pas d'annonce, je vais pas vous dire qu'on va les faire ou quoi. Je préfère, Ouais. je préfère couper les élans tout de suite. Sachez néanmoins que le projet est à l'étude. Le projet est à l'étude. Là, pour le moment, il est en phase de devis. Tout simplement parce que les Vivre Cards fonctionnent sur la base d'un classeur avec des pochettes à collectionner. Et on est en train de réfléchir. Et là, on sort du coup d'un cadre strict livre. Je parlais tout à l'heure, un manga, c'est juste un intérieur, une couverture et puis une étiquette. Là, on est sur un classeur. Donc, il faut voir par rapport à la taille des anneaux, par rapport à notre papier, par rapport au fait de est-ce qu'on fait juste un classeur et puis les boosters à part ou est-ce qu'on propose un package. Et si on propose un package, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut inclure une cale dans les anneaux pour être sûr que ça ne s'abîme pas, etc. Et avec aussi d'autres paramètres relativement simples, c'est que on pourrait dire, bon bah voilà, et puis il suffit juste d'agrandir un peu le classeur, on n'en parle plus. Bah oui, mais en fait le classeur, il y a une illustration de Eiichiro Oda, on ne va pas rajouter du dessin de Eiichiro Oda. Donc, c'est tout un tas d'éléments qui sont en cours de réflexion, aussi en cours de devisage, parce que un classeur avec des boosters perforés, je rappelle que les Vivre Cards sont aussi perforés, c'est quelque chose qui sort véritablement de l'ordinaire dans un processus de fabrication classique. Donc, pour l'instant, nous ne nous engageons pas sur une publication des Vivre Cards, mais sachez que le projet est à l'étude en termes de faisabilité technique. C'est très intéressant Voilà. parce que ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très à la mode. Les cartes, ça, c'est un truc qui plaît beaucoup. Donc, je peux comprendre effectivement l'attente des fans de One Piece. On a beaucoup parlé du coup donc des tomes. On a parlé aussi un peu des coffrets. Et c'était cool de parler des coffrets puisque c'était évidemment prévu au programme. On a parlé de la plupart des points que je voulais aborder en plus dessus, puisqu'entre la taille, effectivement la matière, le concept, comment les coffrets ont été travaillés, finalement, la plupart des questions ont trouvé leur réponse. N'hésitez pas évidemment si vous en avez d'autres sur le chat, bien entendu. Je reviens rapidement sur le tome classique de One Piece, puisque du coup, il y a quelque chose que moi j'aime vraiment beaucoup, alors vraiment, vraiment beaucoup, et dont on ne parle pas systématiquement, parce que c'est peut-être... alors non. Non, bon, d'accord, raté. Le code barre. Chacun ses kinks, effectivement. Mais si vous aimez les codes barres, évidemment, je ne vous kink shame pas, bien entendu. Non, c'est l'adaptation graphique de la couverture parce que, en fait, c'est un des points sur lesquels, en fait, je suis extrêmement friande d'informations. J'adore quand les graphistes, par exemple, qui ont été engagés pour s'occuper du redesign, m'expliquent comment ils ont pensé, par exemple, ne serait-ce que redesigner le logo. Bon, le logo de One Piece, il est établi, il ne change pas. C'est d'ailleurs pas le même qu'au Japon. D'ailleurs, je me demande est-ce qu'il y a un pays qui a le même qu'au Japon. D'ailleurs, parce qu'en fait, aux États-Unis, le logo est pas le même non plus. Donc, je ne sais pas pourquoi le logo change dans tous les pays. J'ai l'impression. Je ne sais pas. Alors, mon sentiment, mais ça ne reste qu'un sentiment, c'est que One Piece est une série qui est quand même sortie en 1997 au Japon et qu'au moment où elle était publiée, c'était longtemps. Et qu'au moment où elle était publiée dans d'autres pays, les règles n'étaient pas forcément les mêmes que celles qu'elles peuvent être actuellement. Et qu'au moment où les droits étaient cédés, je dirais les ayants droit considéraient que chaque éditeur dans son pays pouvait éventuellement modifier le logo par rapport aux attentes qu'il estimait du lectorat. Je ne suis pas forcément certain que ça puisse être le cas maintenant, mais cela ne reste qu'un sentiment, une hypothèse. En tout cas, il y a effectivement le retravail de la couverture. Alors là, j'ai évidemment pas deux fois le même tome. J'ai pas le tome japonais et le tome français pour faire le comparatif. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous travaillez avec du coup les graphistes de Glénat ou externes à Glénat, mais avec qui vous travaillez, en fait, pour élaborer la conception de la couverture. Parce que alors, j'imagine bien que vous allez vous baser sur la couverture japonaise, mais c'est vrai que du coup, par exemple, au Japon, donc si je ne me trompe pas, ça doit être un format de base. Ils écrivent ici, voilà, la plupart des informations. Je crois que c'est le titre du volume. Là, c'est le nom de la maison d'édition. Après, ils ont le logo, l'illustration, le nom de l'artiste en bas. Comment vous élaborez la couverture? Parce que du coup, c'est pas tout à fait la même disposition. Non, c'est pas tout à fait la même disposition, mais notre objectif, en particulier sur One Piece, c'est d'être au plus proche de la version japonaise. Donc, le premier critère à prendre en considération, c'est le positionnement de l'image. Tu l'as dit,
puis on n'a pas exactement tout à fait le même format. Donc, on essaye de positionner l'image au mieux pour qu'elle rentre dans notre format. Et on va dire, avec le temps, on a acquis je dirais, une connaissance et une expertise des éléments qui sont primordiaux, donc on doit laisser sur la jaquette, et des éléments qui, je dirais, sont plus anecdotiques et qui, si jamais, par exemple, pour le tome 104, Oui. si jamais on a un peu du bâtiment en bas qui disparaît, c'est pas non plus forcément dramatique. Ou alors un peu des cheveux là-haut. Voilà, on sait que de toute façon, c'est voilà. Mais l'idée, dans un premier temps, c'est de rester au plus proche de la version japonaise. On reste au plus proche de la version japonaise. Et le deuxième élément, et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est, si je devais le résumer, c'est on touche pas au visage. C'est-à-dire que les visages sont la partie la plus importante dans une image, que ce soit pour l'intérieur ou pour les jaquettes ou les couvertures. Et donc, c'est pour ça qu'on ne met pas de texte sur un personnage ou sur un visage, parce que le principe, c'est que ce sont les visages qui transmettent l'émotion, qui transmettent la narration. Donc, on ne met pas d'éléments là-dessus. Donc, une fois qu'on a ces paramètres en mode, voilà, j'ai classé mon image et je ne mets pas les éléments sur les visages, on regarde déjà comment ont été faits les concepts précédents. Faut savoir que, par exemple, quand on lance une nouvelle série, on réfléchit, du coup, généralement, on a 2 ou 3 tomes japonais qui existent, et donc on réfléchit sur le logo, et on essaie sur 2 ou 3 tomes pour voir si la déclinaison se fait bien, et à partir du moment où la déclinaison se fait bien, ça nous permet d'établir un principe de maquette. Sur One Piece, on a un principe de maquette où on a toujours donc, le logo en haut comme la version japonaise, et pour la version française, le nom d'auteur et le glénat sont systématiquement en bas. Donc, des fois, on a le glénat à droite et le Ichiro Oda à gauche, mais c'est particulièrement rare que ces éléments-là puissent changer. Donc, du coup, on a Glénat en bas, sauf que, bon, là c'était le tome 1 et on avait le Ichiro Oda qui était ici. Donc, oui, c'est la nouvelle édition. Voilà. Donc, on a ces éléments-là, et bien évidemment, comme on part de la version japonaise, on essaye, là encore, d'être au plus proche. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple du tome 104 qui est là, on n'a pas encore le matériel, donc je vais pas, je dirais, on n'a pas commencé à travailler dessus, mais comme vous avez le nom de l'auteur qui est ici en vert, vous pouvez être certain que le nom de l'auteur qu'on aura est Ichiro Oda, on reprendra ce vert, mais que par rapport au concept de jaquette, bah, du coup on ne le mettra pas au milieu, puisqu'on a un glénat en bas et un nom d'auteur à gauche, donc voilà. Pareil, ce qui se passe assez régulièrement, c'est que donc nous on a un logo avec justement une corde qui se balade en dessous, et le logo en tant que tel peut être un petit peu plus important que le logo japonais quand on les met côte à côte. Donc se pose aussi régulièrement la question de où mettre le titre. Parce qu'on sait que si on met le titre en français en haut, là par exemple, donc le livre s'appelle Le Guerrier Libérateur, si je mettais le Guerrier Libérateur en haut, bah, ça ferait super bizarre parce qu'on ne comprendrait pas, on a l'impression que genre j'ai voulu le caler dans un coin, etc. Ouais. Donc on réfléchit vraiment en termes d'homogénéité sur la couverture. Où peut-on mettre les différentes informations pour qu'elles soient graphiquement esthétiques et qu'elles apportent quelque chose et qu'elles ne donnent pas l'impression d'avoir juste posé le texte. Et donc, il y a parfois plusieurs essais. Des fois aussi, par exemple, on ne s'interdit pas que justement le glénat ne soit pas forcément en blanc mais soit en noir. Bah, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie d'être pragmatique, de respecter au mieux le concept de jaquette et donc de placer différents éléments comme ça au fur et à mesure. Et merci pour ces petites explications par rapport à la couverture. Il y avait toujours des petites questions. On nous demande si il y aura la suite des One Piece Log avec Hachette jusqu'à Dressrosa comme au Japon. Alors, pour le moment, ce n'est pas prévu parce qu'en fait, les One Piece Log qui ont été donc contractualisés avec Hachette l'ont été pour un certain nombre de volumes. Et Hachette Collection, qui était à l'origine de cette collection, n'a pas souhaité réitérer avec la suite. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, c'est que Hachette Collection donc ils ont lancé les One Piece Log, mais du coup ils ont lancé jusqu'à l'épisode où ils pouvaient, mais ils ne vont pas relancer une collection pour la suite. C'est-à-dire que soit ils commencent de A à peut-être de A à M, et puis tant pis s'il n'y a pas jusqu'à Z parce que à cette époque il n'y a pas. Soit ils font de A à Z, mais une fois que les logs sont arrêtés d'un point de vue périodique, ils ne prolongent pas la suite. D'accord, bah, merci pour la réponse. J'espère que ça permet à la personne qui a demandé du coup d'avoir sa petite réponse. Il y avait aussi une autre question sur les romans One Piece. Là, c'est plus par rapport vraiment au contenu. C'est par rapport
au côté canonique des histoires. Oui. Alors, les romans One Piece sont-ils canoniques? Alors, on n'a pas posé la question à Eiichiro Oda, hein, bien évidemment, mais les romans One Piece, il faut garder à l'esprit qu'ils sont publiés par Shueisha, qui est l'éditeur de la série One Piece. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que les romans One Piece sont des versions canoniques parce que, en fait, ils permettent d'étendre l'univers de One Piece à des sujets que Eiichiro Oda n'a pas forcément le temps de traiter dans son manga. Je vais vous prendre l'exemple du roman One Piece Ace ou du roman de Trafalgar Law. C'est justement sur leur enfance, comment est-ce qu'ils ont acquis leur pouvoir, etc. Ça, ce sont des éléments qui n'entrent absolument pas en contradiction avec l'intrigue principale et qui sont, oui, canoniques, pas écrits par Eiichiro Oda, mais qui sont canoniques. À ma connaissance, je ne connais pas forcément de romans qui ne le soient pas, ou plus exactement, s'ils ne le sont pas, je pense qu'il est clairement précisé en tant que tel au niveau du roman que ce n'est pas le cas. Et d'une manière générale, comme tout ce qui concerne One Piece est publié chez le même éditeur, l'éditeur justement fait en sorte que cela reste suffisamment, je dirais, cohérent. Je vais prendre un autre exemple. On a les One Piece Party qui sont des non, on les a pas. Qui sont des petites historiettes comiques en mode SD. Bon, dès le départ, il est évident que les One Piece Party ne se déroulent pas dans l'univers de One Piece parce qu'on a des personnages qui font des tas de bêtises, etc. Mais on ne se pose pas la question. On le sait, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée qui fait qu'on le sait d'emblée. Merci beaucoup Benoît pour la réponse. Il y a des gens qui continuent à arriver sur le live et qui nous saluent. On vous salue aussi. Merci beaucoup de nous rejoindre évidemment sur ce live où on vous parle de la fabrication de One Piece en l'occurrence. Et du coup, comme on vient littéralement d'en parler à l'instant du tome 104 et de la couverture, il y a Suroro sur le chat qui a un doute, alors qu'il me semble que tu viens d'expliquer que justement les visages sont hyper importants et qu'à aucun moment un visage n'allait être impacté par la disposition de la couverture. Alors là, en l'occurrence, parce qu'en plus, c'est parfait, regarde, si tu regardes le logo. Lorsque je parle de visage, je parle vraiment de la partie chair, pas des cheveux. Oui, parce que là, en l'occurrence, le logo, il est clairement sur les cheveux. Mais c'est déjà le cas en japonais, voilà. C'est déjà le cas, mais il n'est pas sur le visage de Luffy, il n'est pas sur le visage de Komurasaki, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est pas sur le visage et encore moins sur les yeux. Donc voilà, là, Voilà, j'espère que ça rassure Sululu, ce qui est sur le chat. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec Monsieur Oda pour la publication française? Alors dis-nous tout, Benoît. Allez. Alors, non, moi je n'ai pas été en contact avec Eiichiro Oda en tant que tel. Je suis en contact au même titre que vous quand j'ai les One Piece Magazine et les anecdotes sur comment est-ce qu'il fait pour produire ses œuvres et à quel point il est ravi de faire un resto avec tous ses collègues une fois qu'il a bouclé. J'ai eu la chance, par contre, en 2019, lorsque nous sommes allés au Japon à l'occasion des 50 ans de Glénat, de visiter donc la rédaction du Weekly Shonen Jump et donc de rencontrer à l'époque l'éditeur de One Piece. Donc je peux vous dire que j'étais tout fou, hein. on va pas se leurrer. Donc j'étais ravi, j'ai fait une photo avec lui tellement j'étais content. Et il était en plus extrêmement accessible et on avait pu discuter un petit peu sur comment est-ce qu'il fonctionnait au niveau de la rédaction du Weekly Shonen Jump, sur le choix des séries, etc. Mais avec Eiichiro Oda, non, je n'ai aucun contact. Et de toute façon, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, comme on acquiert une licence qui existe au Japon, notre interlocuteur principal, c'est l'ayant droit. Donc, ce n'est pas l'auteur, parce que de toute façon, Eiichiro Oda a autre chose à faire que répondre à nos questions. C'est, je dirais, au mieux l'éditeur, voire l'agent qui nous sert d'intermédiaire. Mais cela ne nous empêche pas, de temps en temps, de poser des questions. Je vais vous prendre un exemple tout bête. À un moment, il était question de l'équipage de Rox. Ouais. Voilà, et les traducteurs m'avaient alerté en disant, écoutez, on ne sait pas ce que c'est Rox et on ne sait pas si on doit le traduire, on ne sait pas comment est-ce qu'on doit le traduire. Donc là, on avait posé une question, on avait dit, les traducteurs demandent ça, est-ce que vous pouvez nous aider? Et là, ils nous avaient dit, traduisez de manière neutre, et donc ils nous disaient, Rox, en fait, normalement, ça devrait être ça, mais pour le moment, vous ne pouvez pas le savoir, donc traduisez de manière neutre. Et donc c'est pour ça qu'on avait, de la même manière que, par exemple, la première, au niveau du simultrad, a été fait un choix de traduction sur un des personnages lié à Vegapunk qui était dessiné de manière féminine. Donc là, forcément, on l'a traduit de manière féminine. Donc on a parfois ce genre de petits questionnements et où on peut éventuellement échanger avec l'ayant droit. Et vous avez cette possibilité effectivement d'être en contact avec les gens à l'origine même de l'œuvre quasiment pour pouvoir justement éviter d'avoir le doute sur la traduction, d'où la traduction officielle qui est quand même assez importante puisqu'elle peut se permettre d'avoir ce genre d'informations. C'est un privilège, mais en même temps, c'est l'éditeur officiel en France. Donc jusque-là, ça a du sens.
J'aimerais bien qu'on parle un peu des color walk. Ouais. Parce qu'en fait, J'ai vu ils qu'il y avait sont une question ici justement sur les sur nouvelles le... sur le Oui, Color Walk 2. quelqu'un qui demandait si le 9 sortait bientôt, Alors, je voilà, crois. C'est ça? alors, oui. C'est ça? Des questions sur... Alors, sur le Color Walk, Ouais. j'ai plein de choses à vous raconter. Oh ah, c'est par rapport au color walk, là, Ouais, les... exactement, voilà. Il y a des rouleaux par Il y a terre, des les gars. rouleaux par terre. Vous êtes pas prêts. Il y a des rouleaux. Alors, faut savoir que quand on travaille dans le manga, il y a une règle absolue, et ça, de toute façon, on n'y déroge absolument pas, c'est que si ce n'est pas validé par les Japonais, ça ne part pas en impression. Ouh. Ça, c'est la règle, et tant qu'on n'a pas un « OK, c'est bon, c'est validé », ça ne part pas en impression. Après, les validations dépendent des ouvrages. C'est-à-dire que pour un One Piece classique, les validations concernent la jaquette, la couverture et ce qu'on appelle l'achevé d'imprimé. Donc l'achevé d'imprimé, c'est, je dirais, c'est la dernière page, celle-ci, avec où vous avez tout le copyright japonais qui dit que c'est bien l'œuvre de Eiichiro Oda. Donc ça, c'est pour les mangas classiques. Plus vous montez en gamme, plus vous avez les ayants droit, et c'est tout à fait légitime, ont des exigences de validation. Exemple, le One Piece Magazine, pour pouvoir partir en impression, la totalité de la maquette française doit être validée. Par le Japon. Par le Japon. Ça ne veut pas dire qu'ils réalisent tout en disant vous avez fait une faute ici, vous avez fait une faute là. Parce qu'ils mais ont des Français. Mais la totalité de la maquette doit être validée parce qu'ils vérifient que les images n'ont pas débordé, n'ont pas sauté, qu'il n'y a pas un bout de lance qui déborde, etc. Donc ça, je dirais, c'est l'étape supplémentaire et c'est une des raisons pour lesquelles les One Piece Magazine sont un petit peu plus longs et complexes à faire parce qu'il y a beaucoup de textes et il y a une validation plus compliquée. Et vous avez ensuite la validation, je dirais, la plus complexe d'un point de vue fabrication, qui est donc les One Piece Color Walk. Les One Piece Color Walk, ils procèdent, on va dire, en 2 temps. Première étape, de la même manière que les One Piece Magazine, il faut simplement envoyer le fichier PDF de maquette pour qu'il soit validé. Ce qui nous permet de corriger, par exemple, des orthographes de noms d'auteurs, etc., qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, à partir du moment où cette maquette est validée, on procède à des essais d'impression. Donc on ne procède pas à l'impression, on procède à des essais d'impression. Pourquoi ? Parce que le Color Walk, ce sont les illustrations couleurs de Eiichiro Oda, c'est en quelque sorte, on va dire, la quintessence de son travail. Et Eiichiro Oda, au Japon, est extrêmement exigeant sur les Color Walk sur lesquels il travaille. Et donc, de la même manière, l'éditeur japonais est extrêmement exigeant sur le rendu des Color Walk à l'étranger. Toute la particularité des Color Walk, c'est qu'en fait, ils sont imprimés en 5 couleurs. Il faut savoir que quand on imprime un ouvrage en couleur, généralement, on parle d'un ouvrage imprimé en quadri, parce qu'on peut représenter presque la totalité des couleurs avec 4 couleurs primaires. Le cyan, donc une sorte de bleu ciel, le magenta, donc une sorte de rose, le jaune, je ne vais pas préciser. le jaune, ouais. Une sorte de jaune, voilà, Très bien. et le noir. Donc avec ces 4 couleurs, d'ailleurs, si vous avez une loupe avec vous, vous pouvez vous amuser à regarder les ouvrages et vous verrez qu'il y a plein de petits points qui se superposent. Donc c'est la superposition de ces 4 couleurs qui permet de donner à peu près toutes les couleurs. Pour le One Piece Color Walk, on a une 5e couleur qui est un Pantone, donc c'est un ton direct, un peu comme si vous aviez de la gouache spéciale, mais qui est un Pantone fluorescent. Et la particularité, c'est que le Pantone fluorescent utilisé au Japon n'est pas le même que le Pantone fluorescent utilisé en Europe. Ils n'ont pas les mêmes Pantones ? Non, parce qu'en fait, alors, t'as raison, non mais t'as raison, c'est un abus de langage. Eux n'utilisent, parce que Pantone, en fait, c'est une marque d'encre, voilà. C'est donc eux utilisent une encre qui s'appelle le DIC, voilà, qui est donc un rose fluo. Et donc le DIC 806, si je me rappelle bien, n'est pas le même que notre Pantone rose fluo. Donc, quand on reçoit les fichiers du Color Walk, on est obligé déjà de les retravailler au niveau de ce qu'on appelle la chromie, donc la couleur, de dire c'est un peu moins rose par-ci, c'est un peu plus rose par-là, etc. Et pas forcément que au niveau du rose. Et ensuite, de procéder aux essais d'impression pour faire en sorte que notre ouvrage soit le plus proche possible de la version japonaise, alors qu'on n'a pas les mêmes encres. Et donc, ça suppose des essais, et ces essais ensuite sont envoyés en validation au Japon, où on attend leur retour et ils peuvent nous dire, page 28, les cheveux de Nami sont trop rouges, page 14, c'est un peu trop fluo, etc. Voilà. Donc, pour en revenir au One Piece Color Walk 9, il y a à peu près 3 semaines, je suis allé directement chez l'imprimeur en machine pour assister au tirage et donc à l'impression des feuilles, pour dire, parce qu'ils avaient, on va dire, pour consigne, l'imprimeur avait pour consigne, il faut être au plus proche de la version japonaise. Sauf que l'imprimeur, en fait, ne sait pas, il travaille sur des tas d'ouvrages, l'imprimeur ne sait pas ce qui est le plus important dans une image. Donc, par exemple, il pouvait dire, oui, mais regardez, là, le manteau, il va pas être de la bonne couleur. Oui, mais c'est entre le manteau
et la peau du personnage principal. Je préfère que la peau du personnage principal soit la plus importante, même si en termes de surface, la peau du personnage, c'est peut-être que sa tête, alors que le manteau prend la moitié du truc. Voilà, donc, ça permettait justement de dire à l'imprimeur, ça c'est important, ça c'est pas, enfin ça c'est moins important, et de sorte qu'on se rapproche le plus possible. Et du coup, je vous avais dit que j'allais me baisser, donc il faut quand même que je tienne un peu parole. Voilà. Attends, au cas où il y a des choses à montrer ici, là Voilà. je décale un peu. Donc, Waouh. Du coup, je vous ai rapporté. Waouh, attends, je vais t'aider, j'en tiens un bout. Voilà. Donc ça, c'est une feuille de tirage du One Piece Color Walk, donc du poster. Alors, les acheteurs du One Piece Magazine, bien évidemment, vous connaissez Ils vont venir dévaliser Voilà. les locaux, fais gaffe. Et ce qui est important, en fait, vous voyez, c'est que tout en bas... Ah oui. Voilà. Attends, on soulève un petit peu pour qu'on voit bien. Je sais pas si on peut zoomer ou pas, Samia, ou pas. Bon. Bah, un petit peu, tu zoomes sur moi, voilà, par exemple, voilà. on voit un chouïa donc, plus. tout en bas, vous avez tout un tas de petits carrés qui correspondent en fait au cyan, au magenta, au jaune, au noir et au rose fluo, et qui permettent de déterminer les densités de couleurs. Et du coup, en fait, c'est sur ces densités de couleurs qu'on disait, bah, là, je veux un peu plus de bleu, là, je veux un peu moins de jaune, etc. Et donc, ça, du coup, on a fait pour la totalité du Color Walk. Et... Hop. Comment tu vas réussir à le remettre? Je veux l'observer, je le l'observe. retirerai après, voilà. Et notamment, donc, on a aussi procédé du coup à des impressions avec le fameux Pantone, le fameux rose fluo, puisque c'était celui-ci qui posait le plus de problèmes. Apparemment, oui, si j'ai bien compris. Donc, ils disent que c'est du grand art. Hein. Alors, voilà. Oh, J'ai eu la chance, je vous avoue, c'est la première fois que j'assistais à un tirage en 5 couleurs. Autant j'ai déjà assisté à des tirages en quadrille, en noir et blanc, mais un tirage en 5 couleurs, c'était la première fois. Alors, suspense. Où es-tu? Ça, on dirait c'est Noël, c'est le Père Noël qui cherche dans sa hotte, tu sais. Il y a un petit peu de ça, faut pas se... Ça fait un peu cet effet. Faut pas s'ignorer. Père Noël, qu'as-tu dans ta hotte? Juste pour vous montrer, pour que vous puissiez vous donner un ordre d'idée. C'est pas celui-ci que je cherchais, mais voilà. Donc ça, vous avez un cahier complet de One Piece Color Walk imprimé. C'est le 9. Voilà. Attends, on est sur de l'exclu. Oui. On est sur de l'exclu, les gars, c'est le 9, regardez. Color Walk 9. Attends, la couve, elle est... Alors, la couve, elle est... Elle est ça c'est un cahier en fait. Donc je parlais tout à l'heure qu'il y avait différents cahiers. Voilà. Et vous voyez qu'en fait toutes les pages sont un peu dans le désordre parce qu'en fait c'est la plieuse qui ensuite les remettra en un cahier de 16. Donc ça c'était... Hop. C'était pas celui que je voulais montrer. Bah, si tu veux la jaquette, je vais la chercher. La jaquette. Allez, hop. Voilà. Oh, incroyable. Hop, regardez ça. Hop là. Vous avez ici le Color Walk 9. Alors c'est même pas le prototype, hein, c'est la jaquette imprimée. C'est la jaquette imprimée. Avant le pelliculage dont on parlait tout à l'heure. Oui, puisque là, mais du coup, c'est juste du papier. Hein, voilà. C'est pas du tout le même effet que sur les colors. Bah, d'ailleurs, c'est une espèce de soft touch un peu, non? Alors ça, c'est un pelliculage mat. C'est un pelliculage mat. Le pelliculage soft touch existe aussi. Donc c'est un pelliculage qui est un petit peu plus coûteux et qui surtout en fait un côté un peu texturé. C'est-à-dire que quand on appuie, un peu comme si c'était molletonné. Ah voilà. Ouais, à ce point-là. J'ai toujours cru que c'était ça le soft touch parce que c'est en fait, le soft touch est beaucoup plus doux. Et l'intérieur, évidemment. Voilà, et le verso de la jaquette. Évidemment. Incroyable. C'est trop stylé d'avoir ça. Et donc en fait, ce que je voulais vous montrer, donc je vous parlais de... Alors, je me trompe. C'est ça. Donc je vous parlais des impressions en cyan, magenta, jaune et noir. Donc là, l'imprimeur avait eu la bonne idée de nous sortir une impression juste en magenta, puisqu'en fait, les couleurs en quadrille, ce sont les quatre... donc les superpositions des quatre. Donc en fait, c'est comme si vous avez 4 rouleaux d'affilée, puis vous avez la machine qui prend d'abord le cyan, puis le magenta, puis le jaune, puis le noir. Donc là, il avait eu la bonne idée de me sortir une jaune. Et je vais vous montrer le fluo. Oh là voilà. Alors attends. C'est la même, avec juste mais tout ça, c'est uniquement cette fameuse 5e encre, l'encre fluo, où on voit qu'il y en a un petit peu partout, mais dans des densités qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout. En fait, c'est une question de superposition. En fait, les couleurs se superposent. C'est ça, les couleurs se superposent. Il y a un ordre? Alors, ça dépend de la machine. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a 5 rouleaux, peut-être qu'ils mettent le fluo en premier et puis le noir à la fin. Ça, c'est voilà. Mais voilà, donc ça, c'est une. Voilà. Et donc, pour en revenir à la question initiale, des nouvelles du One Piece Color Walk 9. Sachez qu'il a été validé par l'ayant droit japonais ce matin. Oh là 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 là. Je vous avoue que j'étais ravi d'avoir une telle nouvelle. Et normalement, il sortira pour l'office du 18 janvier.
Ah, mais c'est dans pas longtemps, en fait. Oui, parce qu'en fait, la totalité de l'ouvrage a déjà été imprimée et ils attendaient juste la validation pour procéder à justement ce qu'on appelle le façonnage, donc le fait de le faire en ouvrage relié. Donc voilà. Donc là l'imprimeur m'a relancé, non, il était validé hier précisément. Il a été validé hier, l'imprimeur me relance à 11h25 et à 11h30 j'ai la réponse de japonais. Donc c'est en cours, rassurez-vous, le Color Walk 9 va ça y est enfin sortir du coup voilà. Pour le Color Walk 2, puisque je vois qu'il y a aussi une question là-dessus. Ah oui, puisqu'en fait, il est plus trouvable en ce Ouais, moment. le Color Walk 2 est plus trouvable en ce moment. Alors, le Color Walk 2, on est aussi en train d'y travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Color Walk 2, historiquement, il y a eu plusieurs versions. Il y a une première version, à l'époque, j'étais pas là, donc je peux pas forcément dire, mais qui a priori semble être une version avec des images, soit des scans, soit des fichiers qui à l'époque n'étaient pas de bonne qualité. Et notamment, quand on regarde, les images sont pixelisées. Ah oui, d'accord, Voilà, carrément. donc, c'est notamment le logo One Piece pixelisé, etc. Oh, chaud. Et ensuite, il s'est avéré qu'on a fait donc une réimpression, je dirais, conjointe, qui a été, on va dire, supervisée par l'ayant droit japonais, avec différents éditeurs de par le monde, où là, on a une version vraiment nickel, puisque c'est eux qui l'ont faite. Sauf que cette version, on n'avait pas les fichiers. D'accord. Et que les autres imprimeurs, les autres éditeurs, eux, on n'a pas forcément besoin d'une réimpression de Color Walk, alors que nous, si. Donc, le Color Walk 2, en l'occurrence, on a redemandé pour le coup les vrais fichiers japonais nickel. On a retravaillé sur la maquette et la réimpression est en cours. Sauf que, comme du coup on repart des fichiers japonais, on va être dans une validation comme le Color Walk 9 avec validation de la maquette, ça j'ai pas trop d'inquiétude, et je dirais essai d'impression, validation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on a une validation, comme de toute façon les réimpressions sont faites chez le même imprimeur, on n'a pas besoin de réimprimer, de faire valider à chaque réimpression. Ah, donc ça c'est déjà un point intéressant aussi. Hein. Voilà, d'accord. L'idée c'est vraiment donc c'est pour ça que le Color Walk, je dirais, a pas mal de complexité en termes de fabrication, et voilà. Il y avait une question qui revient beaucoup. Il y a quelqu'un qui est très très anxieux, je crois, qui pose la question par rapport. Alors, c'est pas un Color Walk, a priori, c'est le volume 4 milliards sur Shanks. Ouais. C'est un roman? Je ne sais pas. Donc, le volume 4 milliards sur Shanks. Newsline, si tu peux donner des détails, on essaiera de répondre à ta question. C'est un truc qui est arrivé récemment au Japon. C'est un truc qui vient d'arriver au Japon? Il n'y a pas si longtemps. Mais on ne sait pas si c'est un roman? C'est plus un sort de databook, roman. Les exclus donnés avec les films. D'accord. Ok. Alors ça, pour le moment, ce n'est pas prévu parce qu'en fait, justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des droits, on a donc les droits du manga et on a les droits de l'animé. Et ce qui, on va dire, est géré pour la version papier pour le manga n'est pas géré de la même manière par les mêmes personnes que ce qui concerne l'animé. Donc, comme cet ouvrage était plus lié par rapport à l'animé, il y a assez peu de chances que nous, on puisse pouvoir le publier en version manga. Voilà, c'est pour des questions de droit. Tout simplement. Mais je ne dis pas on ne le fera pas et tout, je dis juste dans le processus traditionnel, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous les voulez, ça demandera plus de temps, plus de validation, et puis même, je dirais, parce que c'est pas les mêmes personnes. Même plus de signatures de contrats entre eux. Ils disent ok, je vous cède les droits pour que vous puissiez les céder à l'étranger, etc. Donc, et pour le coup, à partir du moment où ça met en scène l'animé, ça nécessite énormément de contrats. Par exemple, quand on avait travaillé sur les animés comics de Dragon Ball Z, le tournoi de l'au-delà, le nombre de signatures qu'ils avaient dû obtenir avant de pouvoir nous céder les droits se comptait en dizaines de signatures. C'était pas 2 ou 3 trucs. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est toujours un phénomène assez complexe. C'est particulier, hein? Oui. Particulier. Il y a quelqu'un qui demande, qui veut de l'exclu, hein, je le sens, par rapport au tome 104. Est-ce qu'il y aura une petite particularité quand il arrivera en France? Est-ce que peut-être il aura un petit effet métallisé aussi? Je sais que pour le 103, on avait communiqué dessus assez en amont. Si on ne dit rien sur le 104, c'est peut-être qu'il va être comme le 102, peut-être? Pour le 104, on est encore en train d'y réfléchir, c'est à l'étude, donc c'est vrai qu'on aimerait bien faire un petit quelque chose. Donc pour l'instant, c'est toujours on n'a rien de fixé et surtout rien de validé par les Japonais, ne serait-ce que parce que comme on a pas reçu le matériel, on peut pas leur envoyer la maquette pour qu'ils la valident. Voilà. Mais oui, on prévoit quelque chose sur le 104 et puis très probablement sur les autres.
On parlait tout à l'heure donc du Color Walk, on a parlé rapidement du One Piece Magazine. Est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail de ce que contient le One Piece Magazine et du coup de toutes les particularités, les différences par rapport à l'édition des autres produits, puisque là on va avoir de la couleur, on va avoir évidemment aussi beaucoup de texte. Comment ça se travaille un One Piece Magazine? Alors, un One Piece Magazine, ça se travaille de différentes manières. La première chose qu'on fait quand on reçoit un One Piece Magazine, c'est en premier lieu d'étudier, gérer la faisabilité technique. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, les imprimeurs japonais ont un peu les mêmes imprimantes, enfin les mêmes presses que nous. Donc, ils travaillent avec des cahiers de 16 pages, des cahiers de 24, etc. Donc, on vérifie bien qu'ils sont... Alors, je précise la bonne nouvelle, il faut savoir que les éditeurs japonais sont capables de faire des cahiers de 8 pages, notamment pour des mangas. Donc c'est pas rare qu'au Japon, il y ait des mangas de 200 pages, alors qu'en France, on est plutôt sur des mangas de 192 ou 208, puisque on est obligé de faire des cahiers de 16. Et c'est pour cette raison notamment qu'il arrive que quand vous achetez vos mangas, vous ayez des publicités à la fin. Ah oui. C'est bien évidemment... pour faire de la promo. Éviter les pages blanches. C'est pour éviter les pages blanches aussi. Voilà. Donc, après, ça dépend, bien évidemment, quand on est sur une édition perfecte, on évite de mettre des publicités, etc. Donc, sur le One Piece Color Walk, on a à la fois des pages couleurs, on a aussi, bien évidemment, des pages noires et blancs, plein de textes. On a un effet sur la jaquette avec une sorte de vernis, vernis un petit peu brillant. Sympa. Et donc, on étudie tout ça. Au niveau du processus éditorial, on envoie l'ouvrage en traduction auprès de plusieurs équipes de traducteurs, parce qu'un seul traducteur ne peut pas, je dirais, décemment traduire tout ça à lui tout seul dans un il va mettre 4 ans raisonnable. Ça va être très long. Mais évidemment, les traducteurs auxquels on fait appel, on s'assure qu'ils connaissent et maîtrisent parfaitement l'univers de One Piece, de même que les correcteurs. Regardez ce qu'il y a dans le 10, c'est vrai, j'avais sauté de joie. Parce qu'il y a des bouts de manga aussi. Ouais, exactement, il y a aussi des bouts de manga. Donc, le principe du One Piece Magazine, c'est l'éditeur japonais a voulu, je dirais, étendre l'univers One Piece. Et donc, comme il indique lui-même, notre objectif, que One Piece soit présent à vos côtés au quotidien. Nous souhaitons dépasser la frontière du manga en vous présentant notre série à travers différents genres pour ouvrir de nouveaux horizons. Donc vous avez dans One Piece Magazine à la fois un manga effectivement de Ace dessiné par Boichi, donc auteur de Dr Stone. Vous avez des recherches avec notamment des crayonnés d'Eiichiro Oda sur ses recherches de personnages. Vous avez une encyclopédie des fruits du démon. Vous avez aussi une encyclopédie concernant les monstres qui sont présents dans One Piece. Et vous avez tout un tas de dossiers thématiques. Les responsables éditoriaux avec leurs petites têtes dans tes petits macarons. Vous avez aussi justement les responsables éditoriaux qui répondent aux différentes questions. Vous avez des jeux, vous avez des quiz. Donc vous avez vraiment de quoi prolonger l'univers. Et vous avez aussi des romans, des recettes de cuisine, de Sanji en l'occurrence. Ça donne faim. Voilà. À quand le live cuisine, Glénat? Moi j'attends. On invite Gastrono Geek et puis on fait une dinguerie. Donc voilà, donc le One Piece Magazine en tant que tel, c'est une mine d'or si vous êtes un fan de One Piece. Et ça vous permet aussi d'apprendre tout un tas d'anecdotes. J'ai encore en souvenir une anecdote d'un des premiers One Piece Magazine où ils expliquaient que Eiichiro Oda avait à un moment dessiné Shanks avec 2 bras. Et qu'il y avait son assistant qui est venu le voir en lui disant « Mais excusez-moi, mais il n'avait pas qu'un seul bras, Shanks. » Et du coup, Eiichiro Oda s'était platement excusé en mode « Oui, tu as raison, heureusement que tu l'as vu, sinon qu'est-ce que ça aurait été ?» Chaud. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses comme ça. Et franchement, si vous êtes un grand fan de One Piece, ou même si vous appréciez simplement One Piece, c'est une vraie mine d'or. Et vous avez en plus les avis de recherche à la fin, donc qui vous permettent d'avoir tout l'équipage. Voilà, ici, vous avez l'incroyable... C'est bois? C'est bois Hancock ou je me trompe? Ça, c'est Nico Robin. C'est Nico Robin. Voilà. C'était elle que je pensais. C'était C'est elle que je pensais. C'était vraiment elle que je pensais. Oh mon Dieu, non! Ça y est, écoutez, on peut rembobiner, on fait un rewind et on a rien vu. Mon Dieu. Le seul et unique clip de tous les lives Glénat, c'est celui-là. Ce sera celui-là. Voilà, et je serai cataloguée la meuf qui pense que bois. Voilà. C'est Nico Robin. C'est Nico Robin, c'est moi. Okay. Oh mon Dieu, c'est terrible. Et donc, au niveau de la fabrication, évidemment, on a à la fois des pages couleurs et des pages, je dirais, couleurs aussi, mais d'une seule couleur. En l'occurrence, par exemple, ici, on est sur des pages bleues.
Tu montrais le One Piece Magazine 10. Ouais. Pour le coup, comme on a des pages de One Piece épisode Ace, bah, vous n'aurez pas de page bleue, vous aurez des pages en noir et blanc, puisque de toute façon, le manga est plutôt en noir et blanc. Oui. Donc ça, ce sont des, je dirais, des arbitrages qu'on fait en amont, la règle étant, bah, soit on a des pages couleurs, soit on a des pages d'une seule couleur. Et après, sur les One Piece, vous avez différents effets. Notamment ici, on a justement un petit effet... on a à la fois un effet brillant sur le logo et sur le personnage de Luffy, et en même temps sur toute la partie crayonnée, on a justement, comme tu disais, un effet un petit peu texturé. Oui. C'est ce qu'on appelle un vernis relief, c'est-à-dire que c'est un vernis assez classique, mais en fait c'est un vernis épais, ce qui fait que quand vous passez la main dessus, vous avez justement cette impression, ce sentiment de texture, et ça contribue justement au plaisir de la lecture. Donc voilà comment fonctionne un One Piece Magazine, comment est-ce qu'il est travaillé, et ça fait partie il y a aussi une histoire jeunesse d'ailleurs, je vois, et ça fait partie justement des ouvrages sur lesquels on travaille beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de relectures. Ça arrive tous les combien en général? Alors au Japon, ils sont un tome, je crois, à peu près tous les 3 mois. Chez nous, on est plutôt à 2 tomes par mois, donc l'écart se creuse malheureusement. On est en train de 2 tomes par an, pardon. T'as dit 2 tomes par mois, on est trop des rapides. Je pense que ça devait être un vœu pieux, un lapsus. Et on est en train de travailler pour, si possible, prendre de l'avance et continuer, parce que le but n'est pas non plus que l'écart se creuse, parce que y a des rubriques actu qui du coup ne sont plus du tout des rubriques actu. Eh bien, merci pour ces détails sur les One Piece Magazine. Le truc, c'est que à Glénat, en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir énormément de produits différents par rapport à One Piece. Car là, on a vu du coup alors, les One Piece Magazine, les color books, on a vu les coffrets, on a vu les mangas classiques, mais on a aussi à peu près au même format que les mangas classiques, on a d'autres livres. Alors, on a évidemment les quiz books. Oui. On en a parlé tout à l'heure. On a les red, blue, les couleurs de l'arc-en-ciel. Là. Ouais, ils sont là. Ils sont beaux. En fait, ils sont à peu près tous au format manga, dans le sens où c'est la taille d'un manga, mais évidemment, ils vont être beaucoup plus épais, beaucoup plus denses, et à l'intérieur, du coup, ce n'est évidemment pas un manga. C'est ça. Et donc, ils ont tous justement un effet métallisé. Super joli, ouais. Les effets métallisés sur les couvertures sont superbes. Oh, c'est magnifique. Et du coup, c'est la même chose donc pour les romans. Voilà, c'est on va dire les produits qui sont à côté du manga, un peu au même format que le manga, mais qui n'en sont pas. Donc c'est des produits qui sont évidemment travaillés différemment. Oui, exactement. Alors, les produits, donc, on part toujours de la version japonaise. Le principe étant de se rapprocher au maximum de la version japonaise. Et donc, pour le One Piece Quiz Book numéro 3, la version japonaise avait un effet de dorure. Donc, on s'est dit, on va garder cet effet de dorure. Et ensuite, on a aussi vérifié comment avaient été travaillés les 2 précédents pour faire en sorte que la maquette, on va dire un principe de maquette qui soit homogène, que les noms soient écrits de la même manière, que le texte par la rédaction du mensuel V-Jump d'après l'œuvre originale d'Eiichiro Oda, ce soit le même texte qu'avant et qu'on ne change pas, etc. Donc il y a toujours une phase de calage par rapport au tome précédent pour vous proposer une homogénéité au niveau du quiz book, pardon. Et après, au niveau de la dorure, en fait, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que quand on prévoit une dorure comme ça, le terme technique, ça s'appelle un foil, il faut qu'on précise à l'imprimeur de quelle couleur on veut. D'accord. Parce que en fait, l'imprimeur, on a 2 options. C'est soit on dit voilà, je veux un foil de telle couleur, n'importe quoi, je veux un foil vert. Soit en fait on dit on va partir du principe que le foil c'est un foil argenté, comme c'est par exemple le cas sur un peu le blue en bas. Voilà. Et en fait là on est sur de l'argenté, mais on peut tout à fait rajouter une couleur supplémentaire, ce qui fait qu'on a par exemple sur le red. Ah, ça fait un peu. En fait, c'est un argenté, mais avec une couleur rouge en plus. Du coup, on a cet effet métallisé. Donc, on peut jouer sur ces couleurs-là au niveau du foil pour obtenir l'effet, toujours pour être proche de la version japonaise. Après, on a aussi bien évidemment des dépliants, comme on l'a vu tout à l'heure. Et un point auquel on fait très attention au niveau des dépliants, c'est ce qu'on appelle la reliure. La reliure. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une rainure le long de l'ouvrage. Oui, c'est pour que c'est collé, c'est ça? Et en fait, c'est parce que toute cette partie-là, en fait, c'est la partie qui est collée et qui permet de tenir les cahiers ensemble. Comme cette partie permet de tenir les cahiers ensemble, c'est pour ça qu'au niveau de la maquette, on fait en sorte que pour le manga, il n'y ait pas de texte qui soit moins de 5 mm des pages intérieures. Et
quand on a un dépliant, comme par exemple, c'est le cas ici pour le One Piece Quizbook, on fait en sorte qu'au niveau de la maquette, d'avoir toujours à gauche 5 mm de blanc, parce qu'on sait qu'ils vont être pris dans la colle, pour éviter justement que du dessin de Oda ou du texte ne soit illisible. Donc c'est des éléments auxquels on fait attention, parce que justement on sait qu'on a des contraintes techniques et qui permettent à la fin d'obtenir un résultat à la hauteur. On parlait aussi du One Piece Novel Heroine. Alors le One Piece Novel Heroine qui est là, déjà c'est un roman. Donc, par rapport à One Piece Quizbook, il est en sens de lecture français. Sur ce visuel, c'est pas trop gênant. On a les personnages qui sont comme ça. On peut les mettre de cette manière-là, en sens de lecture français, en sens de lecture japonais. On a eu un roman qui s'appelait One Piece, les histoires de l'équipage, où en fait, en version japonaise, on avait tout l'équipage de Luffy qui commençait par ici, qui courait le long du dos et qui allait sur la 4e de couverture. Évidemment, comme le visuel est en sens de lecture japonais, on ne pouvait pas l'inverser pour le mettre en sens de lecture français. Ce qui explique que pour la version française du roman, on a utilisé tout le visuel, mais on l'a mis exceptionnellement, je dirais, à l'horizontale, de sorte qu'en fait, vous avez tout l'équipage qui était comme ça. Ah, d'accord, pour ok, je vois. garder le dessin de l'auteur, conserver le concept de maquette, mais l'adapter à un roman en sens de lecture français, puisque les romans ne sont pas en sens de lecture japonais. Pour le One Piece Novel Heroine, je parlais tout à l'heure des pantones. Donc les pantones permettent, quand vous voulez aller au-delà de la couleur normale, vous permettent d'avoir soit des effets métallisés, soit des effets fluorescents. On a montré le rose fluo tout à l'heure. Et bien là, sur One Piece Novel Heroine, on a une sorte de orange fluo qu'on a utilisé. Là aussi, il y a un orange fluo sur la version japonaise. Donc, il a fallu trouver un équivalent et faire en sorte de se rapprocher. Et donc, on a un pelliculage mat plus un vernis sélectif, comme c'était le cas sur One Piece, plus une 5e couleur sur le pantone. Alors du coup, il y a une question qui a été posée et je me dis, j'avais même pas vu. C'est vrai que, en fait, on a le logo français, mais du coup, il y a quelques ouvrages qui possèdent le logo japonais. Oui. Quelle est la raison ? Alors, la raison, c'est qu'en fait, on a la série normale, donc la série One Piece, qui a son logo, qui était établi depuis le départ. Donc, ce logo qui est établi depuis le départ, on le conserve parce que il y a une édition et c'est ce logo-là. Et ensuite, les autres ouvrages, on va dire, peuvent être envisagés, perçus comme des ouvrages parallèles différents. Et donc, on peut utiliser le logo, je dirais, le logo plus proche de la version japonaise. Et on est parti avec cette optique-là parce qu'on savait qu'il y avait une attente de la part des fans pour pouvoir disposer pour pouvoir avoir le logo japonais. Donc on savait que sur la version courante, on devait garder notre logo et c'est ce qu'on fait. Mais sur les ouvrages qui sont considérés comme parallèles, on peut utiliser l'autre logo. Voilà. Eh ben écoute, c'est super parce que du coup, c'est vrai que j'avais pas du tout remarqué, mais quelqu'un a posé la question et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vrai, je réalise pourquoi, mais en fait, c'est logique, c'est pas un problème de cohérence, on s'est pas dit, comme c'est pas dans la comme continuité même, avec tous les volumes et tout. Donc ça permet cette petite différence. En tout cas, les gens prennent conscience que c'est effectivement très compliqué en termes de logistique, mine de rien. Est-ce que les Green, Yellow et Blue Deep seront toujours disponibles à l'inverse des Red et Blue ? Alors, d'une manière générale, on en a parlé tout à l'heure. D'une manière générale, les Red, Blue, Yellow, Green et Blue Deep, j'ai mis dans l'ordre, sont toujours disponibles. J'ai dit d'une manière générale, c'est-à-dire qu'ils sont certes en rupture. On est en train de travailler sur les titres qui sont actuellement en rupture, à savoir le Red, le Blue et le Yellow. Mais normalement, le green et le blue deep sont toujours disponibles. Voilà, eux, ils sont effectivement... Et donc font l'objet de réimpressions régulières. Merci. On va parler peut-être rapidement aussi des One Piece Doors. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce qu'on n'en a pas là sur la table. Non, alors les One Piece Doors, en fait, au niveau de... et puis on pourra parler de ça aussi après, si tu veux. La fameuse. Voilà. El Famoso. El Famoso. Au niveau des One Piece Doors, donc les Doors, en japonais, ce sont toutes les pages d'ouverture de chapitres.
Quand vous lisez One Piece, vous avez à chaque fois une page d'ouverture de chapitre qui vous dit la fameuse épopée des Germa 66, premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Et parfois même, il y a une petite BD intégrée sur Voilà, les premiers chapitres, voilà, sur les pages. Et l'idée a été de se dire, c'est quand même un peu bête, parce que quand on lit One Piece, on trouve ça amusant, mais en fait, on comprend pas forcément ce qui s'y passe, parce qu'on a juste une vignette tous les chapitres. Donc le principe des One Piece Doors, ça a été de rassembler en ouvrages, donc il y en a 3 si je me rappelle bien, Ouais. ces histoires. Et en fait, les One Piece Doors, ils sont extrêmement intéressants parce que au départ, on peut se dire, bon, bah voilà, c'est juste une histoire pour faire joli, etc. Et on a réalisé assez rapidement, aux alentours du tome 20-25, qu'en réalité, Eiichiro Oda se servait de ces ouvertures de chapitres pour montrer à quel point l'univers se déploie et qu'on n'a pas simplement l'histoire de Luffy qui veut devenir le roi des pirates, mais toutes les personnes qu'il a affrontées vivent également leur vie. Et surtout, ce qui est vraiment très intéressant et très pertinent avec les Doors, c'est que ça permet de légitimer des événements historiques qui se produisent ultérieurement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelques volumes, il y a eu une nouvelle rêverie donc, à laquelle tous les membres du gouvernement ont assisté. Et si on n'avait pas eu les Doors, on n'aurait pas compris pourquoi Wapol, qui était quand même un méchant sur l'île du docteur Iluluc, pourquoi Wapol assistait à cette rêverie. Et en fait, dans les Doors, en lisant, on a découvert qu'il était devenu un souverain d'un petit royaume et que, de ce fait, il avait cette légitimité. Donc, les One Piece Doors, c'est un complément, on va dire, à votre lecture de One Piece pour saisir encore plus la richesse de l'univers et les répercussions des différents personnages. Et là, pour le coup, en termes de travail, c'est comme un manga, puisque c'est du noir et blanc à l'intérieur. Oui, en termes de travail, c'est comme un manga. Par contre, la couverture, elle est du coup en mat. Exactement, pelliculage mat. Comme le Color Walk. Comme le Color Walk. Voilà. C'est très agréable au toucher. Du coup, j'ai appris quelque chose. J'étais convaincue que cette texture, c'était ce qu'on appelait le soft touch communément, mais en fait, non. Le soft touch est censé être encore plus fois, finalement. Ouais, et en fait, le soft touch est encore plus, je dirais, encore plus doux. Vraiment, encore. Il y a un côté, il y a un côté presque charnel avec le soft touch. Ah, carrément. Ouais. Les tomes de Berserk, Les tomes de Berserk sont. Le collector Ah, de le Berserk est en collector soft touch. J'essaie de me rappeler de la sensation, mais c'est compliqué là tout de suite, j'arrive pas forcément à le mémoriser. On a aussi un des plus beaux items à mon sens dans, on va dire, la collection One Piece à Glénat, c'est le calendrier. Ah, oui. C'est une merveille. Alors on a ici justement le calendrier à venir de l'année 2023 et pour les grands aficionados de One Piece, les très grands fans évidemment, vous reconnaîtrez les illustrations qui représentaient le calendrier 2022 au Japon. On peut dire qu'on les a avec un an de décalage, mais de toute façon, on s'en fout, vu que ça a commencé avec un an de décalage en France. Enfin, vous aurez toutes les illustrations in the end. Regardez-nous faire un unboxing massif. Après tes immenses rouleaux. Voilà, c'est ça. L'immense calendrier. Hop, et ma tablette. La prochaine fois, on prendra un grand angle pour ces sujets-là. C'est ce qu'il faut, ouais, je crois. Hop. Et il y a le petit, ouais, attention. Super. Vas-y, je te laisse. Prends-le, je vais refermer ici. Voilà. Donc là, vous avez le calendrier One Piece 2023. Donc Caroline l'a dit, c'est la version 2022 japonaise. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'un calendrier 2022 sorti au Japon, nous, on l'a en 2023 ? Je vous laisse 5 secondes parce qu'après, j'ai pas envie de laisser un trop grand blanc. Ça semble un peu évident, voilà, mais sait-on jamais. Il vaut mieux expliquer. C'est vrai que l'emballage aussi, en fait, tu peux pas t'en débarrasser derrière. Non. Tu t'achètes ton truc et tu dis le carton à la poupe, non, en fait. Non. Justement, il y a des anecdotes de fabrication sur cet emballage. Donc, c'est un calendrier 2023, puisque comme je vous l'ai expliqué, il faut attendre que... oui, on a déjà sorti effectivement un calendrier 2022, mais le calendrier One Piece 2022, c'était le calendrier One Piece japonais 2021. Et en fait, on a toujours un an de décalage, parce que de la même manière que pour les One Piece tankobon, il faut attendre que l'ouvrage soit sorti pour contractualiser. Il faut attendre que le calendrier soit sorti au Japon pour pouvoir contractualiser. Sauf qu'ils sortent leur calendrier à une période où les gens veulent des calendriers. Voilà. Et le temps de contractualiser, on ne va pas sortir un calendrier au mois de juin ou juillet. C'est moyen. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours un décalage d'un an, parce que le moment où ça sort, il faut la négociation. Au niveau du processus de fabrication, donc là on est sur un calendrier qui est pareil, qui est en quadrille, ou pareil il faut envoyer la totalité de la maquette en validation. Alors il y a un processus éditorial un petit peu
plus poussé, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que nos jours fériés sont bien présents. Parce que Ouais. Les jours fériés japonais, bon, c'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes. Le jour du sport, déjà. Voilà, c'est ça. Incroyable. Donc il y a ça. Et tu montrais justement l'emballage carton. Oui. Et il faut savoir que cet emballage carton, en fait, s'il est comme ça, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire que l'année dernière, lorsqu'on a sorti cet emballage, on avait mis un gros logo One Piece en noir en Oui. mettant calendrier Il One était Piece. trop beau aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains revendeurs des centrales d'achat, en fait, avaient pour consigne que si c'est du carton, on jette. Donc en fait, ils ouvraient l'emballage, ils prenaient le calendrier pour le vendre, et ensuite ils jetaient l'emballage. Alors qu'en fait, l'emballage faisait partie de l'objet, et d'un point de vue bassement pragmatique, le code barre pour passer le calendrier en caisse était sur le carton qu'ils avaient jeté. Voilà. Donc, voilà, c'est le genre de choses qu'on n'avait pas spécialement prévues. Et du coup, quand on a retravaillé sur le calendrier, on s'est dit cette fois-ci, on va faire un beau vrai carton avec une belle impression en 4 couleurs et les vignettes de tous les mois. Comme ça, les lecteurs pourront voir les images des Ichiro Oda. Et en même temps, les différentes centrales et les différents détaillants ne se diront pas c'est un vieux carton, je le mets à la poubelle. Et ce qui nous a permis d'éviter ce genre je dirais, de mauvaises surprises. J'aimerais aller à mon anniversaire. Très chiant. Hop. Ah oui, après c'est là. Et voilà. L'été. Voilà. C'est la meilleure période, évidemment. Et il faut savoir qu'au Japon, le calendrier est commercialisé exactement de la même manière, dans un carton comme ça, avec, donc là pour cette édition-là, il avait aussi l'agenda One Piece. Et là, on est sur un travail édito qui est aussi un petit peu plus poussé, puisqu'il ne s'agit pas simplement de reprendre l'agenda japonais, mais d'indiquer à la fois les jours fériés, nos lundis de Pâques et autres, et de s'assurer que les vignettes qui ont été utilisées, comme des fois on a des rubriques, des bulles, etc., qu'elles soient bien reprises des bons personnages. Est-ce qu'on se permet de l'ouvrir pour montrer l'intérieur? Oui, on peut l'ouvrir. J'espère que je vais y arriver en fait. Je me dis, on aurait dû prendre des décision. Parce que là, pour le coup, c'est très très bien emballé. Il n'y a quasiment pas d'air, j'ai envie de dire, au niveau du plastique. Parce que c'est ce qui permet de... Vous allez devoir juste observer la couverture, les enfants. Mais en fait, il est en vente depuis longtemps d'ailleurs. Il est en vente depuis septembre, il est sorti en septembre. Alors, on n'en a plus en stock chez le distributeur. Après, peut-être en reste-t-il chez les différents points de vente. Parce que en fait, la totalité du tirage a été vendue dès la sortie. Voilà. Oui, d'accord. Aux libraires. Après, peut-être que certains libraires n'en ont pas en stock. Vous n'aviez pas forcément prévu de continuer à alimenter jusqu'au début 2023, en fait? Alors, en fait, je parlais tout à l'heure des achats de papier qu'on fait 6 mois avant. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper les tirages très en amont. On était sur un tirage plus important que celui de l'année dernière. Et malgré ça, on a eu une demande beaucoup plus importante. Donc, il a fallu faire quelques arbitrages. Donc, si on poursuit les calendriers, on continuera bien évidemment à augmenter le tirage pour essayer de servir au mieux les personnes qui souhaitent la faire. Parce que du coup, on vous le montre, mais ce sera difficile à trouver. Et en fait, le petit agenda, là, il est vraiment très sympa. Alors, il y a évidemment tout ce que vous pouvez avoir besoin dans un agenda classique. Vous avez 2023-2024. Après, vous avez aussi cette version un peu planning. Et après, vous avez vraiment alors, le mois de janvier là. Et après, le mois de février. Vous avez les premiers mois. Vous pouvez noter les trucs importants sur chaque mois. Ça permet de faire un bon repère. Et cela sur 2024 aussi. On va assez loin. Et en termes de fabrication, des fois, on est obligé... alors, ce qu'on a comme problématique sur le calendrier, on l'a également sur l'agenda. C'est-à-dire que eux, c'était un calendrier 2022. Donc, on a fait un calendrier 2023. Et donc, leur agenda 2022, nous, on en a fait un agenda 2023. Ce qui veut dire que tous nos jours ont été décalés d'une journée, comme on a changé d'année. Forcément. Et qu'après, il a fallu, sur certaines pages, voir comment est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on laissait l'image, mais du coup, on mangeait un jour? Est-ce qu'on la réduisait, etc. Donc, voilà, ça faisait partie justement des réflexions qu'on avait en amont, parce que l'agenda et le calendrier sont, en termes de validation, comme le One Piece Magazine. On doit faire valider toute la maquette avant de pouvoir envoyer en impression. Alors, il y a une question que je ne comprends pas, c'est Newsline qui avait déjà posé une question tout à l'heure, qui parle de la réédition de One Piece, qui dit « Je n'ai pas trouvé de communiqué qui expliquait cela, pouvez-vous me donner plus de précision ?» Mais c'est par rapport à quoi exactement? Alors, c'est parce qu'en fait, la première fois qu'il y a une première édition de One Piece il y a très 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 longtemps, avec notamment des tomaisons
Les blanches, oui, elle est toute... voilà. Ah, d'accord, donc Et la voilà, toute première. Voilà, la toute première. Et là, maintenant, on est sur une tomaison jaune. La question, en fait, elle est, je dirais, la réponse en soi est relativement simple. C'est que lorsque One Piece est sorti au début, la série était extrêmement loin d'être connue et d'avoir atteint, on va dire, son lectorat actuel. Et ce qui faisait que on avait un même univers en japonais qui, en réalité, se déployait avec des termes différents sur les différents supports. C'est-à-dire qu'on avait une traduction pour le manga, on avait une traduction pour l'animé, on avait éventuellement une traduction pour le jeu vidéo. Et à un moment, s'est posé la question, est-ce qu'on continue d'avoir des traductions qui s'éloignent comme ça, ou est-ce qu'on va dire, on essaye de dire, bon, on fait en sorte d'être cohérent. Et on s'est dit, comme on était à peu près au tome 50, je crois, si je me rappelle bien, on s'est dit, on va plutôt faire en sorte d'être cohérent pour... éviter je dirais que cet écart ne se creuse. Et c'est aussi pour cette raison que on travaille aussi main dans la main avec Toei sur les nouveaux tomes, etc. Voilà. D'accord, donc c'était par rapport à... J'étais pas sûre, ça me semblait un peu vague, mais si tu as bien compris la question, c'est cool. Voilà. Et Joey Polo rappelle d'ailleurs qu'effectivement, au tout début, les mangas Glénat étaient cartonnés. Il n'avait pas de jaquette à l'époque. On fait un petit tour d'horizon sur l'année 2022, qui était une année One Piece totalement, puisqu'on a eu le One Piece Magazine 10, qui est magnifique, qu'on vous a montré évidemment tout à l'heure, qui est ici. On a eu l'affichage à Montparnasse, incroyable et magnifique, qui célèbre vraiment la licence. Le tome 101. Après, effectivement, la triplette des 3 volumes collector, puisqu'il y avait eu le 98, le 99 et le 100, qui avaient bénéficié du coup de cette espèce de petit fourreau, de petit emballage en cuir, c'est du cuir ? Simili-cuir. En simili-cuir. Non, voilà, en fait, je pense pas que ce soit du cuir. Ou alors c'est une vache mutante. Mais voilà. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur les détails, mais c'est vrai que du coup, ici, pour la conception évidemment de ces premier pressage, c'était un emballage par-dessus qui était rajouté. L'intérieur du volume est à l'identique tout le temps. L'idée, c'était que l'ouvrage soit le même pour tous. Et donc, on avait reçu des échantillons de couleurs pour le métallique, parce qu'on savait qu'on voulait faire un effet bronze, argent et or. Mais quand vous dites bronze, il y a plusieurs couleurs de bronze, il y a plusieurs couleurs d'argent. Forcément. Donc, à l'époque, même, on était je me demande si on n'était pas en confinement ou quoi. Donc, j'étais chez moi, caché, en mode, alors je vais essayer cette couleur plutôt que celle-ci. D'accord, voilà, comme ça donne quelques petits détails. On avait aussi le deuxième coffret, le coffret Alabasta, qui était sorti. Je suis en cours de lecture toujours dessus. On a eu, comme d'habitude, Japan Expo, avec, vous savez, le grand Luffy qui se balade aussi dans d'autres événements, en ballon gonflable, qui est toujours là, il est toujours présent. C'est toujours amusant d'ailleurs de le voir dégonfler. Tu te dis, il est fatigué. il a faim. Le One Piece Quiz Book 2, aussi, du coup, qui était sorti. C'est pas lui qu'on avait d'ailleurs Non, c'est le 3. Ah, lui, c'est déjà le 3. C'est déjà le 3. Du coup, c'est pas le 3, du coup, qui est sorti cette année ? C'est le 3. C'est le 3. C'est une erreur sur la liste. C'est le 3. On a eu la nuit One Piece. Oui, exactement. Incroyable. Précédent, Phénoménal. Qui a réuni tous les fans dans les librairies, qui a aussi bénéficié d'une très très belle soirée avec certaines personnes. Il y a eu un gros live qui a été fait à ce sujet. Ensuite, on a eu évidemment le tome 102 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le roman avec les héroïnes, qui est ici, dont on avait parlé quand il était sorti il n'y a pas très longtemps. Le nouveau coffret, qui est là, 2 coffrets dans la même année, du coup c'est pas mal au niveau du rythme. Et du coup, demain, le tome 103 avec la couverture métallisée qui est ici, qui est magnifique, qui est beau, car lui pour le coup c'est pas comme le calendrier, vous pouvez y aller, normalement là il y est encore, il est disponible. Évidemment on a toujours le Simultrad qui est en cours sur Glénat Manga Max, tout à fait. Donc ça c'est très très cool. Sur 2023, One Piece, la folie continue. Alors, sur 2023, One Piece, la folie continue, exactement. Alors, je vous ai annoncé tout à l'heure le Color Walk 9, donc ça, c'est en soi une très bonne nouvelle. En février, vous aurez le One Piece, et en janvier, pardon, vous avez donc le One Piece Magazine 10. En février, vous aurez donc le One Piece épisode Ace, tome 1, avec, donc, dessiné par Boichi, donc la première partie tirée du roman, plus une nouvelle inédite où Zoro affronte Mihawk, mais version Boichi. Vous avez One Piece qui se poursuit avec le tome 104 au mois d'avril, je vais y arriver, au mois d'avril, et puis 105 et sans doute 106, mais
pour le coup, on attend que l'apparition japonaise pour ensuite les caler pour les raisons expliquées plus tôt. Les One Piece Magazine qui, bien évidemment, se poursuivent. Alors moi, j'ai au programme le One Piece Magazine 11 sûr, et comme on a dit tout à l'heure, le Color Walk 9, là, les gens, ils sont surexcités. On a les coffrets aussi, la suite des coffrets. La suite des coffrets, tu as raison. On aura celui-là, le déjà. coffret Water 7. Là, on est sur du coffret du grand arc. Là, c'est les arcs, ils sont plus longs. Hein. Là, il y a plus de volume. Hein. Le carton va-t-il tenir le coup avec le poids des mangas? Logiquement, oui. En tout cas, quand on avait contacté les prestats, on leur a dit le plus gros coffret, je crois que c'est celui-ci, il y aura, je sais plus, 12 ou 13 volumes. Voilà, donc fournissez-nous un carton qui permette de tenir tous ces volumes. Il y aura aussi normalement dans l'année qui vient, le coffret Thriller Back. Oui. Voilà, normalement. Si tout se passe bien. Et on me dit des surprises dans le conducteur. Il y a un teasing peut-être. Parce que juste surprise, c'est un peu léger, je trouve. Quoi, qu'est-ce qu'on nous dit de l'autre côté? Juste des surprises. Juste des surprises. Voilà. Donc on travaille sur d'autres projets dont on vous tiendra au courant à partir du moment où on aura eu les validations, parce que tant que rien n'est validé, on ne peut pas communiquer dessus. Vous êtes témoin que j'ai essayé de gratter, voilà. Hein. Vous êtes témoin. Voilà. Et puis du coup, on va peut-être conclure cette émission sur une vraie surprise pour le coup, puisque vous le savez, depuis quelques temps, on a tendance à terminer nos émissions avec une petite révélation, une petite annonce qui concerne évidemment les licences Glénat, donc une nouvelle licence à venir potentiellement. Et ce soir, je suis vraiment très très heureuse parce que c'est un titre que j'espérais même pas voir arriver en France parce que je n'avais vraiment pas beaucoup d'espoir. Mais le miracle s'est produit et cette série va arriver chez nous et c'est donc toi, mon cher Benoît, qui va nous la présenter. Il s'agit d'un manga qui n'est pas One Piece parce qu'on va changer un petit peu, mais qui est Night with the Cat. C'est un manga en couleur qu'on sortira au deuxième trimestre, qui raconte tout simplement la vie du personnage principal avec un chat. Donc à la base, c'était tiré d'une sorte de bloc BD japonais où il s'inspirait de son vécu avec les chats. Et forcément, le succès ayant été au rendez-vous, l'ouvrage est sorti en version reliée. Et vous avez des petites scénettes un peu comme Chi de 6-8 pages sur les petites mésaventures du chat, la manière dont il s'amuse à forcément renverser la télécommande, la manière dont son pelage est pris comme un QR code par le téléphone. Tu sais, quand tu mets la main sur le chat, chat, il prend la forme et il veut pas que la main te touche. Et quand il marche, c'est une espèce de serpent. Sur la manière dont le chat, justement, a sa vraie vie et ne veut pas être caressé, et donc t'évites. Donc on est vraiment, pour le coup, sur un manga extrêmement... Pardon. Extrêmement agréable, vraiment très cosy, très réconfortant et donc qui en plus aura l'avantage d'être en couleur, donc vous pourrez vraiment en profiter sur toutes les mésaventures de ce chat et de son maître. Parce que pour le coup, moi, je suis une grande fidèle du créateur sur Twitter. C'est là que je lis du coup la plupart de ces petites BD que... Pour le coup, en plus, on peut réussir à comprendre sans avoir besoin de vraiment lire le japonais, parce que les dessins sont explicites, on comprend tout de suite l'action, mais c'est vrai que si on peut décoder, il y a des petites subtilités qui sont vraiment très amusantes, mais c'est vrai que ça... En fait, regardez, le chat, c'est un flamby, c'est comment il s'écrase au sol, et en fait, tous les possesseurs de chats savent qu'effectivement les chats en fait ont tendance à avoir ce type de réaction et c'est à la fois relou et mignon. C'est la capacité incroyable de ces chats, évidemment, ces créatures démoniaques qui vont nous dominer tout un jour et je trouve qu'en fait c'est plein de vérité et c'est plein de petits instants qu'on peut retrouver avec nos propres petits félins si vous êtes vous aussi maître de chat, mais vraiment je ne savais pas qu'en fait ça existait en volume relié au Japon de base. Il y a un animé qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc on est dans une pseudo-presque actualité. L'animé, d'ailleurs, il me semble, ma copine Tanja est sur le chat, je vois, elle me corrigera peut-être, il est disponible sur YouTube, si je ne me plante pas. Donc vous pouvez aussi aller le découvrir du coup sur cette plateforme directement et commencer à vous préparer mentalement à accueillir votre nouveau chat préféré. Vraiment, votre nouveau chat préféré, il est là, il est dans mes mains. Vous allez voir après Chi. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce chat-là. Parce que c'est mignon, mais d'une manière totalement différente. Voilà. Yoruwa Nekoto Isho.
les chats nous font tous chier la nuit, c'est incroyable. Hein. Il y a ce rapport au chat. Donc ça devrait arriver aux horizons de... Deuxième trimestre, si je me souviens bien, début mai, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Le 17 mai. 17 mai. Le 17 Merci mai, la voix. ah là là, on est dans la précision, on a énormément de petits détails, c'est trop bien. 17 mai, soyez prêts, nous on sera au taquet. Moi je serai au taquet. Moi je changerai mon avatar, je commence à aller très très loin. Il est disponible uniquement sur YouTube l'animé, voilà. Je pensais qu'il était disponible dans d'autres plateformes peut-être, mais non, ce n'est que sur YouTube. Pour le coup, il y a une question de Miss Number 59 qui veut rapidement du coup nous reparler rapidement des coffrets One Piece. Voilà, mais pourquoi avec des numéros? Pourquoi avec des numéros? C'est bizarre, je suis perdue du coup. 2, 3 et 4 de One Piece, y a-t-il encore des soucis d'espace nécessaires pour y mettre tous les tomes prévus? Certains ont rencontré ce problème avec le coffret, même avec les livres de l'édition jaune. Ah mais parce que du coup, depuis... On a changé le papier en fait. Le papier n'a pas arrêté de changer. Donc voilà, en fait, le papier a changé. On l'a expliqué en début de live. Ouais, c'était en début. Et c'est pour ça notamment que désormais maintenant chaque carte précise. On doit fournir des exemplaires modèles aux prestataires pour qu'ils puissent nous fournir le coffret, et on ne peut pas faire 5 coffrets différents en fonction des publications, pour la bonne et simple raison qu'on a aussi des personnes qui, par exemple, ont acheté certains tomes dans un certain papier, certains tomes dans l'autre, donc on ne peut pas prévoir la totalité des possibilités. Donc, à partir du moment où vos ouvrages, vous les avez achetés à partir de janvier 2017, je vous dis ça de mémoire, hein, ce sera indiqué sur la boîte, ils rentreront dans la boîte. Si vos ouvrages sont antérieurs à janvier 2017, ils n'ont pas été calibrés pour cette boîte. Voilà. Mais en tout cas, c'est précis, puisque c'est vrai qu'au tout début, je crois, comme on parlait uniquement des tomes avec donc la numérotation jaune, ça restait peut-être un peu flou, un peu vague. Là, au moins, c'est précis. Voilà. On regarde à l'intérieur, on voit la date d'impression. Si c'est 2017, a priori, ça permettra du coup de donner la réponse aux gens. Dernière question, hein. Je vois que vous grattez sur les derniers instants. Allez-vous refaire les databooks Blue? Attends, c'est pas la 10e fois qu'on a cette question? En fait, je pense qu'on est dans une sorte de timeline où on est revenu au début du live. Moi, je vois que ça comme explication. Non, ou alors on nous troll. Voilà. C'est une question de troll, ce n'est pas possible. Mel Luffy, les databooks Blue Red, je crois qu'on en est à la 12e fois qu'on en parle. J'aimerais bien avoir une réponse. Oui, c'est en cours. On est en train de retravailler dessus, mais pour l'instant, nous n'avons pas de date à vous communiquer. Voilà, mais voilà, je me disais, mais est-ce que c'était la même personne qui l'a reposé 25 fois? Parce que je l'ai vu passer 20 fois, mais je me suis dit, mais on a déjà répondu plusieurs fois. Et Stratos qui dit, je vais compléter la question, à partir de quel tome cela correspond? Oh là, janvier 2017. En fait, c'est pas forcément à partir de quel tome, on a aussi réimprimé des tomes précédents. C'est juste la date, c'est juste la date de réimpression, oui, c'est réimpression le terme exact. Donc c'est pas à partir de quel tome. Alors si vous vous demandez comment est-ce que je sais si mon livre, de quand date mon livre, on peut expliquer. Ouais. Voilà, quand vous allez sur l'ouvrage, à la fin vous avez donc l'achevé d'imprimer, et vous avez donc tout en bas imprimé par exemple là c'est imprimé en Italie en mars 2018. Donc par exemple celui-ci de mars 2018, vous savez qu'il est bon, que vous pouvez l'utiliser pour vos coffrets. S'il a été imprimé en octobre 2016, malheureusement il n'est pas bon. Voilà. Voilà. En plus, tu le dis, malheureusement, ça marchera pas. Voilà. Très bien. Comme ça, voilà, c'est extrêmement précis. On vous invite bien évidemment à regarder le replay. Il y a énormément de questions qui ont été posées. On a essayé de répondre au maximum. On a même été jusqu'à répondre à des questions sur Bleach, tellement on essaye du coup d'être attentif à vos demandes. Donc n'hésitez pas, le replay sera disponible aussitôt la fin du live mis en place. N'hésitez pas, vous trouverez certainement votre réponse. Et de notre côté, on va vous souhaiter une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour le coup, puisqu'après c'est les vacances, donc on ne se revoit pas dans 2 semaines, mais dès mardi prochain, et ce sera une émission un petit peu spéciale puisque Noël approche à grands pas, donc peut-être qu'on vous fera une émission un peu spéciale coup de cœur. En tout cas, je serai normalement en compagnie de la team édito qui ne se résumera pas qu'à Benoît pour le coup, donc ce sera une émission un petit peu dans une ambiance festive. Peut-être allons-nous boire des chocolats chauds avec des marshmallows à l'intérieur, on ne sait pas, peut-être, je suis en train d'imaginer. N'oubliez pas tout ce qui est hors champ. Il y aura des rennes, ce sera la dinguerie. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, on vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine pour le prochain Glénat Manga Live.